Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 475 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 18e et antépénultième numéro du Top 100 2025 avec cette fois-ci Constant, ancien de chez Dunk Hebdo et We Are Thunder France. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 18e numéro du Top 100 2025, la syllabe, le Top 100 participatif, avec aujourd'hui un invité qui est comme son idole, il est free agent aujourd'hui, on est début octobre, il est free agent. C'est Constant, comment ça va Constant ? Ça va, c'est pas du tout mon idole par contre. Free agent oui, idole moi moyennement. Ah, Westbrook quand même. Ouais mais non, toujours pas, mais on blaguait avant sur le fait que ce serait très ironique que le dernier match NBA de Russell Westbrook soit un Game 7 perdu à OKC. Mais oui, free agent, effectivement, ça ne bouge pas, mais très heureux en tout cas de l'invitation, parce que, comme je dis chaque année, je crois, c'est un beau projet que cette syllabe. Oui, alors assez gros aussi, mine de rien, mais oui, aussi. On arrive au bout, on va y arriver encore une fois, pour une troisième fois d'affilée. Non, mais en plus, c'est marrant, tu me dis hors antenne là, que en effet, le MVP 2017 était attribué à la mauvaise personne, donc c'est dommage que j'enregistre pas les trucs en antenne. Hein, mais... Ça, c'est toujours faux aussi, c'est toujours... Non, toujours pas, non. Bon, bah Constant, du coup, free agent, comment ça va ces temps-ci qu'est-ce que tu fais ? Tu t'entraînes tout seul ? Tu vas au playground faire quand même un peu des paniers ou... Non, alors je t'avoue, ces derniers temps, je suis un peu, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je suis un peu comme Al Pacino dans Le Parrain 3, tu vois, je suis retraité et de temps en temps, je vois quelques déclarations passer de ci, de là qui m'amènent un petit peu à retomber dans le milieu, tu vois, je vois des déclarations de Peyton Pritchard, enfin des trucs qui concernent un peu de près ou de loin OKC, et c'est des trucs où je me dis, tiens, il suffit de pas grand-chose pour me faire retomber dedans, mais ces derniers temps, ouais, je suis un peu off, on va dire, sur le basket, ou un peu moins focus dessus que les précédentes années. Franchement, la pré-saison, j'en ai un peu globalement rien à taper. Les Media Days ont été suivis de manière très peu assidue, mais il faut pas grand-chose. Je pense qu'à l'Opening Night, il y a moyen que je retombe dedans, tu vois, genre ce plan de caméra sur KD, pendant qu'il regarde la bannière monter au plafond, ça va me faire retomber dedans assez facilement. C'est marrant, ça, t'as un amour pour Westbrook qui pourtant a fait pareil, il a demandé un transfert et il s'est barré quand ça commençait à s'effondrer. Et par contre, KD, vous lui en voulez plus que Westbrook. Non, alors c'est faux ça, parce que moi je suis un grand défenseur de KD en plus, donc c'est juste que c'est rigolo, mais comme c'était rigolo de voir Westbrook se faire taper en Game 7 face à OKC, hein. Moi déjà dans la bulle en 2020, quand il perd la balle fin de match 6 sur la série OKC Houston, moi je me moquais déjà de lui, donc vraiment moi je suis pas du tout anti ou pro, c'est juste que KD, c'est rigolo de se foutre de KD, c'est très marrant. Ouais, surtout que maintenant qu'il est chez le rival, on peut dire, un des rivaux du moment, hein, les Rockets désormais. Mais on peut dire que le titre de OKC t'as mis à la retraite un peu partout, parce que du coup t'as lâché We Are Thunder France, t'as lâché aussi, Dunk Hebdo s'arrête évidemment, mais dommage que le titre était là, quoi, parce que sinon on t'aurait eu encore 2-3 ans sur We Are Thunder France alors. Ouais, c'est ça, c'est son titre, j'aurais poursuivi l'aventure, mais moi il me faut peu de choses pour être comblé, hein. Un titre NBA, voilà, c'est les seuls trucs qu'il me faut pour être comblé. Mais vous m'entendrez, si vous m'entendez pas chez We Are Thunder, vous m'entendrez ailleurs. Je pense que malgré le fait que je sois actuellement free agent, il y a moyen que je signe, je sais pas, des 10 days de ci, de là, on verra bien. Mais non, vous m'entendrez, même si je sais pas quand ou comment, mais vous m'entendrez durant la saison. Bon, du coup, le top 100, le format, tu le connais. On a une playlist de 100 noms. On construit le classement petit à petit, 5 par 5. Aujourd'hui, on a déjà fait 17 épisodes. On a un top 85. Après la cuvée du jour, on aura un top 90. On approche de la fin, à grands pas. Mais avant la cuvée du jour, est-ce que tu as des remarques et des demandes de reclassement sur ce classement, ce top 85 qu'on a pour l'instant ? Classement évolutif et participatif. Mais est-ce qu'il y a des noms que tu voudrais un peu bouger, justement ? Ah bien sûr, il y a des noms que je veux bouger. Alors vous me connaissez si vous avez écouté mes passages les précédentes années. Déjà quand il y avait 20 joueurs, je voulais changer limite les 20 joueurs. Donc là vous doutez bien, quand il y a 85 noms, j'en ai quelques-uns à bouger. J'en ai noté 5-6 pour pas trop tomber dans la modification complète du classement et de dire c'est mon classement.
Anthony Davis devant LeBron James, je t'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Je pense que tu as l'accumulation de matchs manqués de la part d'Anthony Davis qui joue beaucoup. Tu as quand même 700 minutes d'écart entre LeBron et AD sur la saison. Ça fait... allez. Alors, je rappelle que dans le format, on prend que les moments où les mecs sont sur le terrain. Bien sûr. On pénalise pas pour les matchs manqués, donc c'est pour ça que l'argument se tient. Mais dans le format du jour, il est un peu sauvé, quoi. Donc, effectivement, si on pondère aussi par rapport aux absences, ça s'entendrait. Ouais. Ah, bien sûr. Mais... du coup, pour moi, t'as le facteur blessure et t'as le facteur quand même LeBron James avec un playmaking bien plus élevé qu'Anthony Davis, avec une efficacité plus élevée qu'Anthony Davis. Et sur l'aspect défensif, t'as quand même eu des passages de LeBron qui étaient alors t'avais des passages qui étaient assez mauvais, hein, on va pas se mentir, notamment au début de saison. Puis t'as une période là après le trade de Luka Doncic, février-mars, où je trouve que LeBron avait un niveau défensif assez élevé. Donc voilà, moi c'est sur ce point-là où ça peut peut-être potentiellement me faire tiquer sur le haut du classement. Après, Chet 15e, je sais pas. Tu vois, Chet 15e, c'est peut-être un peu trop, malgré le fait que la défense soit absolument historique. Je trouve qu'en attaque, il laisse encore un peu sur la fin, parce que tu as le début de saison où il est très très fort. Il joue à un niveau, je crois qu'il est dans le top 10 du MVP ladder en début de saison. Après, ce que tu as vu sur la fin de saison régulière, sur les playoffs, moi j'avoue, ça me laisse un peu sur ma faim. Tu vois, comparé à Evan Mobley, je trouve que tu as moins de séquences, un petit peu, pas de domination offensive, mais d'autocréation que tu peux avoir chez Mobley, que tu as un peu moins chez Chet, où il galère peut-être un peu plus. Je l'aurais baissé de quelques places, je pense. J'ai du mal avec Trae Young qui a 6 places d'écart avec James Harden. Globalement, j'ai du mal avec Trae Young de base. Donc ça, pour le coup, c'est un préjugé personnel. Je crois que de base, ils étaient un peu collés à Trae Young et Harden. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, on rajoute un par-ci, un par-là. Ils ont fini par s'éloigner. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas très... Tu vois, moi, même le groupe Cade, Trae Young et Harden, pour moi, sont pas si loin que ça les uns des autres. Hein, au final, oui. Même si là, dans les faits, il y a des places d'écart. Mais un peu ce côté gros volume, intéressant en termes d'efficacité, mais pas la folie, playmaking. Mais voilà, un peu ce profil-là, c'est un peu les mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que Harden est plus efficace que Cade, est plus efficace que Trae Young. Enfin, t'en as deux qui sont à 95 et 98 vrai. Quand Harden est à 102, tu vois. Après, t'as un peu moins de volume pour Harden. Mais j'avoue que Trae Young, même défensivement, s'il a fait de gros progrès, je trouve qu'il reste quand même une problématique défensive qui va, je pense, s'amplifier au fur et à mesure que les équipes NBA s'agrandissent. Parce que là, il y a beaucoup de 5 majeurs qui semblent parier sur la taille. Donc, ça va être de plus en plus compliqué, je pense, pour Trae Young. Gobert 18e, c'est tous les ans, il n'y a pas assez de trucs en attaque pour moi pour le mettre 18e, mais bon, ça c'est un... Bon, grosso modo, c'est un peu le même thème. Hein. Anthony Davis, Chet Holmgren, Evan Mobley et Gobert, c'est un peu la différence d'opinion sur la pondération de la défense, en fait. Parce que effectivement, tu vois, l'argumentaire sur Chet, sur Gobert, c'est jamais le côté créateur offensif, hein, évidemment. C'est l'aspect de, finalement, la valeur de la protection de panier, notamment. Mais là-dessus, je peux entendre qu'on est évidemment pas forcément aligné, quoi. C'est un peu normal. C'est ça, bien sûr. Hein. Moi, je ne dis pas du tout que j'ai raison. C'est juste les divergences d'opinion et de point de vue. Je pense que ça, j'en ai parlé dans le DH20. Je mets Siakam plus haut. Mais je pense que je te mets Siakam. Dans mon DH20, il était collé à Evan Mobley. Donc là, tu y mets 15 places en plus à Pascal Siakam. Il est un peu bas, c'est vrai, Siakam, peut-être, ouais, effectivement. Parce que je trouve que la régularité tout au long de la saison, efficacité très bonne. Il est extrêmement complet, je trouve, Pascal Siakam. Même sur les playoffs, tu vois, Indiana a pu avoir des lacunes défensives sur la saison régulière. Autant sur les playoffs, j'ai trouvé qu'en protection de cercle, il était très bon. En polyvalence défensive, j'ai trouvé qu'il était très bon. Moi, je l'aurais rehaussé de quelques passes, Pascal Siakam. Un autre joueur auquel j'aurais fait gagner des places, c'est Austin Reeves. Mais Austin Reeves, je pense que je te lui fais prendre 20 places. Enfin, je mets Austin Reeves devant De'Aaron Fox alors qu'il y a 18 places. Là, il est 53. Hein. Ouais. 53 et tu voudrais le faire monter là, il est dans le groupe de créateurs un peu volume moyen mais intéressant, efficace. Tu voulais le faire monter dans le groupe de Brown, Jamal Murray, Maxey et Hero Fox qui sont des gros volumes un peu moins efficaces mais gros volumes quand même, quoi. Ouais, moi je pense, je te le mets devant De'Aaron Fox. Hein. En fait, il est pas si mal derrière Desmond Bane parce que les deux en termes d'usage ne doivent pas être très éloignés que ça. En termes de pourcentage de panier assisté, ça doit pas y avoir non plus une énorme différence. Donc moi je le mets, je pense même que je mets Desmond Bane et Austin Reeves collés les deux. Je préfère devant De'Aaron Fox, je préfère devant Jamal Murray, devant Jaylen Brown. Donc vraiment, peut-être que je suis trop biaisé sur Austin Reeves, mais pour moi, il fait partie de cette catégorie de joueurs. Tu vois, Norman Powell est un peu un spécialiste plus. Il n'y a pas vraiment le playmaking, alors que Austin Reeves, il y a la capacité de provocation sur le lancer, il y a le drive, il y a quand même
beaucoup plus de playmaking qu'un Norman Powell. Donc pour moi, ouais, il est dans cette catégorie un peu Desmond Bane, tu vois, la place 35. Bah, c'est vrai que au final, avoir 20 places d'écart entre Bane et Reeves, quand tu réfléchis comme ça, l'aspect de volume un peu similaire et efficacité et playmaking un peu secondaire, on va dire, ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, autant d'écart. C'est un peu bizarre, effectivement, je te rejoins. Tu vois, autant entre par rapport à un Jamal Murray ou Jalen Brown, on peut argumenter, oui, mais quand même beaucoup plus de ballons et ainsi de suite. Autant, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a surclassé Bane et pas Austin Reeves? Est-ce que du coup, on ferait passer Austin Reeves, sa création, devant des tonnes de joueurs, là, tous les pivots valuable, tous les méga role-players à la OG, à la Avdia, etc. Pour moi, oui. Ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, ça me dérange l'écart Reeves et Desmond Bane, mais est-ce que si on fait monter Reeves, est-ce que c'est pas anormal aussi l'écart du coup qu'il y aurait avec Norman Powell, quoi? Que je suis d'accord, hein, Reeves est peut-être meilleur que Powell, mais 20 places d'écart, ça te choquerait pas dans l'autre sens? Moi, ça me choque moins. Ça me choque moins parce que j'assimile beaucoup plus Norman Powell à un spécialiste. Tu vois, il y a vraiment ce côté création que tu as et playmaking que tu as chez Austin Reeves que tu n'as pas du tout chez Norman Powell. Ou du coup, moi, je serais un peu plus réticent. Tu vois, je le mettrais dans la catégorie qui sont des spécialistes avec Josh Hart, Michael Porter Jr. Alors, ils sont pas spécialistes de la même chose, mais ils sont spécialistes dans leur registre, alors que Austin Reeves me paraît être un peu plus complet offensivement et moins catégorisé dans un registre précis. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres... Ah oui, j'en ai un. Non, juste un petit truc. Il y a combien 9 places d'écart entre Jaden McDaniels et Toumani Camara, alors que ce sont sensiblement les deux mêmes joueurs, selon moi. Limite, je préfère peut-être plus Toumani Camara sur l'aspect défensif, que je trouve plus propre. Enfin, en termes de usage, en termes de faculté au rebond, en termes de playmaking, en termes d'efficacité, les deux sont vraiment quasiment équivalents. Donc je les mettrais collés, tu vois. Je sais pas si je descends Jaden McDaniels ou si je remonte Toumani Camara. Je trouve que les deux sont plutôt collés. Bah, si ça te va, on peut faire les deux, parce qu'effectivement, à la base, je voulais les mettre un peu à côté. On a fini par les écarter, et ça me dérange pas aussi de mettre un peu d'écart entre Lou Dort et McDaniels, du coup, de pas les coller, parce que je me semble quand même que Lou Dort est plus viable offensivement. Donc, tu vois, si on coupe un peu la poire en deux, on descend de 5 places McDaniels, on fait monter de 5 places Camara, comme ça, ils se rejoignent un peu au niveau Nembhard, tu vois, par exemple. Ça ferait un bon milieu, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, je suis d'accord sur le côté défense de Camara, qui me plaît aussi beaucoup, ouais. Donc ouais. Et le dernier, bien sûr, là, désolé pour Baptiste, Bam Adebayo, 22e. 22e, j'avoue que je suis très 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 perplexe sur le classement de Bam Adebayo. On a eu l'occasion d'en parler dans le DH20. Bam Adebayo, ça fait 5 ans que son efficacité baisse. Il était à 110 de true shooting plus il y a 5 ans, puis 107, puis 102, puis 99, puis 97. Enfin, on est sur des niveaux d'efficacité qui sont très bas pour des pivots. En plus, il est pas... oui, alors il est assez peu assisté pour un pivot. Il est à 65% de panier assisté, mais il est que, entre guillemets, dans le 79e centile. Il n'est pas non plus dans le 99e centile. Et puis surtout en attaque, enfin en défense, pardon, excusez-moi, Baptiste dit que c'est un défenseur complet. Bam Adebayo, 66,8% sur les tirs défendus au cercle. Il est à plus 2.4, il n'est même pas en perte d'efficacité, il est en augmentation d'efficacité. Je suis allé chercher, Bam, il a défendu 358 tirs au cercle. Il y en a 43 qui en ont défendu autant ou plus l'an dernier. Il est avant-dernier en pourcentage en defensive field goal pourcentage. Le dernier, c'est Kyle Filipowski. Fait moins bien que Jamal Murray, que Austin Reeves, que même Karl Anthony Towns. Donc j'avoue que, en fait, Bam, d'accord, il y a le playmaking, mais quand t'as pas l'efficacité et qu'en plus de ça, tu n'infliges pas du tout une protection de cercle, enfin une perte d'efficacité au cercle, alors que l'an dernier il était à 58%, il y a quand même 8 points de pourcentage d'écart. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le voir classé 22e. Alors, pour le coup, je te rejoins un peu sur la moins bonne saison défensive. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, on l'a mis derrière des Gobert, où d'habitude il est un peu devant, quoi. Oui. Gobert, Chet Mobley, etc. C'est un peu le dernier des gros défenseurs, on va dire. Cela dit, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on avait dit sur un bilan de Miami, peut-être pas cette année, mais l'an dernier, sur le côté où en fait, effectivement, parfois quand tu regardes les chiffres d'efficacité au panier de Bam, tu te dis, ouais, mais en fait, il est banal, quoi. Il est pas top comme défenseur. Mais pour moi, tu peux pas le juger avec les mêmes critères de protection de panier qu'un Gobert, qu'un Chet, justement, ou que des mecs comme ça. Parce que la valeur vient aussi de qu'est-ce que structurellement il te permet de faire, et que notamment quand tu peux pratiquer des schémas en switch, en fait il y a plein de valeurs, et la valeur n'est pas forcément lisible et retranscrite aussi facilement que
un Gobert qui va être sous le panier et supprimer des tirs ou les affecter, les contester. Donc il y a un côté où, en fait, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Tu vois, il y a un côté où je pense pas qu'il faille prendre la même grille de lecture sur un BAM que pour un protecteur de panier, parce que la valeur elle est tout autre. Mais je te rejoins aussi sur l'aspect il est quand même un peu moins bon que d'habitude niveau défense, quoi, pour le coup. En fait, c'est surtout, tu vois, tu vois, je l'ai pas du tout comparé à Gobert, etc., mais je trouve que quand tu es à ce niveau-là de défense près du cercle, c'est quand même pas très bon. Même si tu apportes de la variété sur le switch, c'est quand même pas très bon. Enfin, Sabonis, qui est quand même réputé pour être un mauvais défenseur, est à 60%, tu vois. Donc, il y a quand même 6 points d'écart. Et puis, du coup, si tu as un joueur qui est pas bon en attaque parce qu'il est pas efficace, oui, il y a un peu de playmaking, mais encore une fois, si tu compares à Sabonis, Sabonis a beaucoup plus de playmaking et qui de l'autre côté apporte de la polyvalence défensive, mais vu que sa polyvalence défensive en switch est selon moi quand même un peu moins valuable que de la pure protection de cercle, j'ai du mal vraiment à le classer dans ce range qui est au-dessus de playmakers de génie comme James Harden, autour de même d'un Draymond. Tu vois, Draymond, la qualité de passing de Draymond, ce qu'il apporte défensivement. Alors oui, l'usage est un petit peu plus petit, mais ou même d'un Pascal Siakam, tu vois, ce type de profil-là. Non, mais ok, très bien. Non, par contre, il y a un autre truc qui m'a choqué quand j'y repense, c'est on a Kawhi devant Butler. Alors qu'en fait, Kawhi est bon en playoff, mais tu vois, il met du temps à avoir ce niveau. Et en fait, en vrai, j'ai presque envie de les switch, de changer les deux, de Butler et Kawhi. Voire même, est-ce qu'on n'a pas fini par sous-coter la saison de Butler parce que à la base, on a dit, bon, on va pas le mettre aussi haut que d'habitude parce que le volume est plus petit. Mais au final, est-ce qu'il est pas beaucoup trop bas, quoi, tu vois, le Butler, parce que quand même, quoi, quand même Kawhi qu'on a mis devant en pondérant très bien la fin de saison, mais toute la saison il se traîne, il fait moins de matchs, il fait un tiers de saison à 24 minutes par match à peine ou un truc comme ça. Et donc au final, je me dis Butler est peut-être un peu sous-coté là-dedans. Est-ce qu'il y a 8 places d'écart entre Butler et Jalen Williams? Bah, en général, non. Sur un peu la valeur théorique, pour moi, Butler est largement top 8 NBA, quoi. Mais sur la saison qu'il a produit. Ben, c'est pour ça que je te dis, ouais, peut-être qu'on l'a un peu sous-coté au final, au fur et à mesure. Donc, ouais, pourquoi pas le coller à Williams, hein, pourquoi pas. Tu peux le coller, mais c'est vrai que ça ferait sens. Tu vois, même sans pinailler, j'avoue que Franz Wagner qui se retrouve en sandwich entre Kawhi et Jimmy Butler, je suis pas extrêmement fan non plus, mais bon, c'est pas... T'es pas très allemand, toi. Pas très allemand, non, puis pas très Franz Wagner. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Franz Wagner qui, bon là pour le coup, toi c'est pas ton cas puisque Paolo Banchero est 30e. Et je suis ni fan ni de l'un ni de l'autre, mais j'avoue que des fois il y a un procès que je trouve un peu injuste qui est fait à Paolo Banchero, qui est pas jugé au même niveau que Franz Wagner, qui est un très bon joueur, hein. Là n'est pas le souci, mais je sais pas, moi j'avoue que Franz Wagner, entre Kawhi et Jimmy Butler, il y a quand même un monde en termes d'efficacité, en termes d'impact sur le jeu, je trouve, qui est assez important, qui me fait dire que je suis pas spécialement fan de l'avoir en sandwich entre les deux, même avec un Pascal Siakam que je trouve pas moins complet offensivement, et qui est par contre beaucoup plus efficace. Alors oui, il tourne dans une équipe qui est bien mieux huilée que le Magic, ça c'est sûr, mais je sais pas, je pense que ouais, je pourrais garder un Siakam devant un Franz Wagner. Oui, c'est vrai que ça ferait sens, mais en effet, peut-être que Siakam et... Du coup, Siakam, Draymond, peut-être qu'ils sont pas assez hauts les deux là. Bon bref, best of the rest du coup. Tiens, non, je précise. Donc on colle un peu Williams et Butler. Comme ça, tu vois, bam, descend d'une place. Tu vois, ça te sève un peu dans ton sens pour le coup. Mais non, mais effectivement, peut-être à réfléchir à ce côté. Bam, Siakam, Draymond, en effet. Best of the rest, je t'ai transmis la liste. Il faut quand même que je te dise qu'on a plein de noms qui ont été déjà appuyés par d'autres. Donc Jordan Poole, Tari Eason, Malik Beasley, Malik Monk également. Onyeka Okongwu aussi a été cité pas mal de fois, on a appuyé la candidature. Et éventuellement, peut-être un Westbrook également, dans une pondération positive, on va dire, de sa saison. Toi, est-ce qu'il y a des noms que tu voudrais rajouter ou appuyer la candidature de un tel ou un tel? Moi, je t'avoue que la candidature de Malik Monk me paraît pas complètement déconnante. Je trouve que, tu vois, on parlait, alors, il a quand même connu un step négatif en termes d'efficacité assez important depuis 2 ans, s'il doit être à 95 de true shooting plus cette année, mais ouais. Je trouve pas ça déconnant d'avoir Malik Monk, parce que malgré tout, malgré la perte d'efficacité, enfin je veux dire, si tu regardes un petit peu la fin de classement, il y a quand même des joueurs qui sont pas très efficaces et ils t'apportent un petit peu de playmaking. Tu vois, est-ce qu'il est comparé à Wiggins, Keegan Murray, ouais, peut-être. Ouais, voilà, je pensais à Keegan Murray, tu vois. Comparé à Keegan Murray, est-ce que je mettrais pas Malik Monk devant Keegan Murray? Ouais.
Peut-être, mais tu vois, il n'y a rien de scandaleux pour moi dans le best of the rest. C'est un petit peu de tâtonnement. Moi, j'aime beaucoup Tari Eason, mais bon, c'est parce que je suis biaisé, parce que j'adore ce joueur. Mais sinon, sur le reste, tu vois, il n'y a rien qui me... Jordan Poole, je suis déçu. T'as pas mis ton protégé dans le top 100. Ça, c'est quand même faire un petit peu de lobbying là, pour la saison de Jordan Poole. Là. Ouais, parce que la défense était à ce point cata et que l'attaque, c'est bien de mettre des tirs, mais... Non, mais oui, de toute façon, il est sur le best of the rest, donc on va le rajouter à la fin, je pense, mais oui, effectivement. Non, mais Monk, le truc, c'est qu'il y avait un peu le compromis défensif avec Malik Monk aussi, et l'aspect de je redeviens un peu créateur, c'est bien, mais pour des résultats qui sont pas encore totalement satisfaisants, quoi. Donc, presque, tu vois, je préférais la version qui était plus sobre, moins de volume et plus finisseur que là ce qu'on a eu, mais non, mais ça peut s'entendre. C'est vrai que tu vois, à la fin de classement, il y a des noms, parfois on se dit ouais, alors au final c'est sympathique, mais tu vois, alors, Andrew Wiggins aussi qui fait 2 demi-saisons un peu moyennes, Warriors et Miami. Ok, il y a la défense, mais sans jamais être transcendant d'un côté ou de l'autre. Donc ouais, ok. Malik Monk, alors la candidature est appuyée. Bref, donc après tous ces reclassements et ces best of the rest, la QV du jour que j'ai même pas encore annoncé. Aujourd'hui, on a du Anthony Edwards, du Lauri Markkanen, du Brook Lopez, du Dorian Finney-Smith et du Derrick White. Donc question traditionnelle, comment est-ce que tu classes ces 5-6 entre eux avant qu'on en discute et qu'on les rajoute au classement? Alors bien sûr, en premier, je mets Anthony Edwards. En deuxième, je mets Derrick White. En troisième, je mets Brook Lopez. En quatrième, je mets Lauri Markkanen. Et en cinquième, je mets Dorian Finney-Smith. Tu vois que tu les aimes bien, les pivots défensifs, au final. C'est surtout que j'aime pas beaucoup Lauri Markkanen, mais bon, ça c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça. Non, mais pareil, je me pose un peu la question 3 et 4 de mon côté entre Markkanen et Lopez, mais c'est vrai que j'étais plutôt enclin à trancher avant les discussions sur Markkanen 4, parce que la saison est quand même assez décevante par rapport à ses standards, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et Finney-Smith en 5. Mais très bien. Bah tiens, d'ailleurs, on peut commencer par lui, si tu veux bien. Premier joueur du jour, Lauri Markkanen, justement. Comme ça, on fait le dossier compliqué d'entrée de jeu. 31 minutes par match pour Markkanen. 47 matchs, donc il passe le cut de la mi-saison, donc on le prend dans le classement. 19 points, 6 rebonds de moyenne quasiment pour Markkanen en moyenne cette saison. 24% d'usage, donc un volume toujours assez modeste. Enfin, modeste. Pour des stars, évidemment. C'est un bon volume, mais c'est pas non plus la folie. C'est pas comparable à des méga stars. Et en termes d'efficacité, surtout, on était à peine au niveau moyen de NBA, donc ça, c'est aussi un peu le truc qui est un peu dommage. Mais voilà, pour te lancer, on vient de le dire, la saison est quand même assez compliquée pour Markkanen chez un Utah Jazz qui voulait enfin tanker. Elle est très compliquée parce que tu passes quand même de 110 et 109 de true shooting plus à 99. Donc la perte est quand même assez drastique, sachant que le Jazz, franchement, il y a 2 ans, ils faisaient semblant d'être compétitifs, mais ils n'étaient pas bien plus compétitifs que ce qu'ils n'ont été l'an dernier. Même si l'an dernier, c'est leur pire bilan, je crois, de l'histoire de la franchise. Mais Lauri Markkanen, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu son extension de la part du Jazz. Et bizarrement, à partir du moment où il a eu son extension, plus personne n'en voulait. On avait fait un épisode chez Dunk Hebdo, c'était les indésirables ou quelque chose comme ça. Et j'étais pas présent dans cet épisode-là, mais j'avais dit après l'épisode que Lauri Markkanen pouvait très facilement devenir un indésirable tellement sa prolongation de contrat était selon moi totalement surévaluée. C'est-à-dire que on a un joueur qui est quoi ? Allez, une 3e, 4e option dans une équipe très compétitive, au mieux. Parce que finalement, il n'est pas très bon en autocréation, voire même 82% de ses paniers sont assistés. On est dans le 28e centile chez les forwards, donc il y a 72% des forwards qui font mieux que lui. Donc c'est pas un joueur qui crée. Il peut t'apporter du spacing, d'accord. Voilà ce qu'apporte Lauri Markkanen, c'est du spacing. Mais bon, quand t'as tiré à 35% à 3 points cette année, alors peut-être qu'on peut juger d'une mauvaise année, on peut argumenter une mauvaise année, puisque il était à 39 et 40% les 2 saisons précédentes. Mais c'est 3e, 4e option d'une attaque d'une équipe très bonne qui est payée comme un multiple NBA au niveau de son contrat. Donc moi, la saison de Lauri Markkanen, je trouve que déjà, j'étais pas très fan du profil avant. Autant là, cette année, il est complètement disparu des radars parce que finalement, il y a eu sa prolongation de contrat qui faisait que c'était plus un joueur que tu avais envie d'avoir en disant tiens, on va prendre Markkanen, il coûte que 18 millions, donc ça va être un coût très intéressant parce que 18 millions pour un joueur à 25% d'usage et à peu près 109 de true shooting plus, c'est extrêmement intéressant. Avoir un joueur qui est 4e option, qui te prend 25, 26, 27% du cap et qui est à 99 de true shooting avec une défense qui est là aussi très mauvaise à l'image du Jazz, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, il y a un peu le... Après, c'est marrant parce que pour moi, la saison en soi est... Bon, elle n'est pas efficace, les tirs sont pas rentrés, c'est un peu le but du profil, donc c'est dommage, mais
en vrai, la saison est en soi pas si différente que ça de celle d'il y a 2 ans où il est élu All-Star, où moi il fallait que je me batte dans le top 100 pour qu'il soit pas top 20 presque, mais j'exagère un peu, mais tu sais, il y a un peu un retournement total d'image, je trouve. Alors oui, la saison est un peu différente en termes de rendement au final. Tu parles d'efficacité, on est d'accord, il est passé de méga efficace à seulement autour de la moyenne. Et le secret, c'est que le 3 points n'est pas rentré cette année. Alors, pour quelle raison? J'ai creusé un peu à droite à gauche, mais il n'y a pas de raison évidente. C'est juste un peu une saison, les tirs sont pas trop rentrés. Mais tu vois, c'est pas comme si d'un coup, il s'était mis à prendre des tonnes de pull-up ou quoi que ce soit. Donc non, c'est juste que cette année, les tirs sont pas rentrés. Bon, ça peut arriver. Peut-être que, comme tu dis aussi, il était moins dans sa saison parce qu'il avait son contrat, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, il est vu comme génialissime, All-Star, et il est à 23% d'usage. Donc un volume, encore une fois, assez réduit. Là, je parle de cleaning the glass, usage à 23 ou 24. Cette année, il est à 21. Bon, là encore, le volume est assez similaire. Le production au passing, il n'y a pas grand-chose non plus. Le profil est le même qu'il y a 2 ans, donc pas grand-chose. Très peu de turnover, mais parce que très peu de passes. Un peu de drive parfois, par-ci par-là, mais pas des tonnes. La défense, pas top. Et c'est vrai que c'est marrant de voir à quel point l'image est vraiment du tout au tout, quoi. Et je pense pas que les gens s'attardent sur l'efficacité, hein, on va pas se mentir. Je pense que pour le coup, c'est pas trop ça, c'est, je sais pas, une question de narratif peut-être, mais ce qui est un peu dommage par rapport au contrat, vu que t'en parles, on en revient aussi à ça. Et il y a 2 ans, comme tu dis, c'était un contrat qui était hyper intéressant à aller chercher en complément. Je me demande à quel point il n'y a pas une erreur du front office en mode un peu faire une Kevin Love, quoi. Tu vois, Kevin Love, les Cavs en 2018, ils s'alignent gros contrat parce que Kyrie a été échangé et que LeBron s'en va. Allez, on met un gros contrat, comme ça on le perd pas pour rien, on pourra le rééchanger par la suite. Le problème, c'est que tu le prolonges à beaucoup trop cher, Kevin Love, et qu'on a bien vu que 2, 3, 4 ans passent, personne n'en veut, il finit par partir en buyout, quoi. Et Mark Cannon, je pense qu'il y avait un aspect de mince. On a un joueur qui est hyper chaud, que Will Hardy a réussi à bien relancer, ou à bien lancer parce qu'il était déjà pas mal au Cavs, hein, mais un super joueur offensif, mais mince, il est en fin de contrat, il va partir pour rien. Donc allez, on met un gros contrat, on le sécurise, et comme ça on pourra le rééchanger, le côté rétention de valeur. Mais je te rejoins que peut-être qu'ils ont mis beaucoup trop et que maintenant faut le en fait tu le gardes, tu le re-signes pour l'échanger par la suite, mais qui veut échanger ce contrat maintenant? Ça me paraît un peu plus compliqué. Surtout dans la configuration du CBA actuel où tout le monde est un petit peu terrifié par la seconde apron, tout le monde est terrifié ne serait-ce que par la first apron, tout le monde est terrifié par l'apron. Tu as un joueur qui prend 30% du cap. 30% du cap, c'est des calibres MVP. Ou en tout cas des calibres des joueurs qui dans leur deuxième contrat ont déjà été All-NBA. C'est à peu près ça globalement. Lauri Markkanen, il a été All-Star une année, super. Il a été MIP volé bien sûr chez Gilgeous-Alexander. Ça c'est un autre débat, mais c'est pas du tout un joueur qui est calibre All-NBA. Et dans une NBA justement qui est un petit peu focus sur l'argent et où t'as l'impression que chaque dollar compte. Jamais une équipe compétitive va se porter sur un Lauri Markkanen. Les Warriors, ils étaient intéressés par Markkanen avant son extension. C'était un renegotiate and extend, il me semble. C'était le Jazz lui avait donné tout ce qu'il leur restait de cap space pour le prolonger. Mais là, en l'état, et tu vois, sur ce côté changement un petit peu de la perception que le spectateur moyen peut avoir de Lauri Markkanen, moi je pense vraiment, c'est pas une question d'efficacité, c'est une question de montant de contrat. C'est-à-dire que Lauri Markkanen à 19 millions, c'est un super coup. Lauri Markkanen à 30% du cap, c'est un coup que tu ne veux pas faire. C'est un peu le même théorème, j'ai envie de dire, que pour Zach LaVine. Tu vois, Zach LaVine, s'il prenait pas 25-26% du cap et qu'il était à 17-18, toutes les équipes se rueraient dessus. Sauf que maintenant, tu es dans une problématique où le joueur déjà te pose quelques problèmes. C'est pas un très bon rebondeur, même si les pivots du Jazz sont de très bons rebondeurs, donc tu peux pas trop lui reprocher. Il est pas très bon en défense, il y a pas de passing. Enfin, déjà, il faut le prendre dans un but bien précis, un but Rashard Lewis-esque, la défense en moins. Mais à 30 millions, enfin à 30% du cap, c'est pas une opportunité. Oui, et bon après, je pense qu'il n'y a pas de création de haut niveau, de haut volume, etc., tout ce qu'on veut. Il y a quand même un peu de création qu'on peut appeler indirect, des jeux en sortie d'écran qui créent un peu de menace. Le problème, c'est que même si, tu vois, il fait une sortie d'écran et qu'il y a 3 mecs qui montent sur lui, il n'y a pas le passing pour l'exploiter, déjà. Et que malgré tout, il y a un peu de création indirecte, mais dans l'ensemble, tu vois, on est sur à peu près, j'avais noté autour de 80% encore de paniers assistés, ouais, voilà, 82. Voilà, sa fameuse saison d'il y a 2 ans, on était à 75, hein, donc on était déjà un très très haut total de paniers assistés. Bizarrement aussi, l'efficacité au panier est pas bonne non plus. Donc tu vois, ça recoupe un peu avec le côté
bah en fait il était pas bon en général quoi. Donc le shoot on peut dire bon c'est un côté aléatoire, parfois ça rentre pas. Je pense que le shoot son vrai niveau est bien au-dessus, mais ouais je suis d'accord et donc avec tout ça, avec une défense qui peut être passable on ball mais seulement dans les bons passages, de la création qui est pas ouf et un spacing qui cette année a pas été bon, où est-ce qu'on le met alors le Markkanen? Bah franchement, je suis en train de voir, est-ce qu'on le mettrait pas entre Harrison Barnes et Jalen Green avec Anthony Simons? Ah ouais, donc on va quand même taper très très bas là. Très très bas. Franchement, je regarde les profils. Si tu non, prends, mais c'est vrai. Si tu prends, tu vois, à partir. Genre, tu le mets pas devant Walker Kessler. Kobe White, je préfère ce qu'il a été, même s'il n'a pas été efficace là sur la saison, j'aime bien quand même le côté un petit peu création. Alors Ford est plus efficace et en plus ça mène un petit peu de défense. Naz Reid, j'en parle même pas. Enfin, je peux pas, tu vois, au niveau du classement, j'aurais beaucoup de mal à mettre un Lauri Markkanen devant Naz Reid par exemple. Ouais, c'est vrai que sur la saison, ça se tient. Ouais. Parce que tu vois, Barnes, c'est un 3&D, mais un bon 3&D cette année. C'est-à-dire que la défense était bien et le 3 points était bien. Donc c'est vrai que ça peut être un peu un point haut à pas dépasser. Harrison Barnes. Donc ouais, et après jusqu'où on descend quoi. Bah, après tu vois, il y a Anthony Simons, Jalen Green, Van Vliet, Castle, Vassell. C'est de la création quoi. Et j'irais presque en dessous de ce groupe-là, non? Je ne sais pas. Tu peux descendre. Après, tu vois quand même Jalen Green, Fred Van Vliet, c'était quand même. Bon, Stephen Castle, il y a la défense, c'est différent, mais le pool un petit peu Jalen Green, Anthony Simons, c'était pas très efficace, tu vois. Enfin, c'était vraiment pas efficace pour les deux guards de Houston. Donc, je sais pas, est-ce que tu privilégies ça? Après, Fred Van Vliet, il y a tellement plus de playmaking. Est-ce que tu le descends dans le tiers Holiday, Kayson Wallace, Caruso? Dans ce range-là peut-être quand même pas, enfin au-dessus de ce groupe-là alors peut-être un truc comme ça, mais non je suis pas sûr, hein, mais je me pose la question parce que Markkanen il y a aussi il y aura un malus défensif aussi quoi, tu vois, bien sûr. sur le poste d'intérieur, donc pour moi ça vient un peu tirer vers le bas une valeur comparée à des Van Vliet ou des même Jalen Green, tu vois, qui sont quand même pas mal en premier rideau, mais il y a peut-être un malus avec Markkanen. Mais ouais, bon, un peu soit au-dessus, soit en dessous de ce groupe-là, en tout cas de créateurs. Mais tu vois, genre, je me dis, bon, malus défensif mis à part, et je pense que Markkanen est quand même plus bas que tous les mecs qu'on va citer. Je pense que je préfère largement de la création de Castle. Je pense que je préfère la création même d'un Van Vliet ou même Jalen Green, quoi. Green n'est pas efficace quand même, mais non, mais il y a peut-être bataille. C'est que finalement, il est pas au niveau d'Andrew Wiggins finalement. Ça fait bas, mais en même temps, un profil qui normalement est censé être efficace et qui ne l'est pas, et qui fait rien d'autre que scorer, je te rejoins qu'on va finir par descendre très bas. Alors, Wiggins, il défend mieux. Hein. Il y a un autre nom qu'on avait classé comparé à Hallerford. On l'avait classé comparé à Hallerford, sauf que Hallerford a été remonté. Et je pense que, tu vois, Jabari Smith est bon dernier du classement, parce qu'à la base, on avait Hallerford bon dernier du classement, mais on a remonté Hallerford. Jabari Smith, tu vois, je me pose un peu la question pour cette année, en fait. Ça dépend de quel Jabari Smith t'as. J'ai envie de dire que le Jabari Smith des très bons soirs est peut-être top 50 ou top 55. Le Jabari Smith des très mauvais soirs est même pas dans le top 100 à mon avis. Ah, on peut leur dessin. Du coup, ça rechange. En fait, on va avoir tous les deux Markkanen 5e du classement, mais de notre classement de l'épisode. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, peut-être que Markkanen en fait est derrière Jabari Smith. Parce qu'il y a quoi? Il y a Jabari Smith, il a quoi? 97, 98 de true shooting plus. Bah, 98, c'est ça. Mais... Putain, la défense en plus, quoi. Ben ouais, t'as pas le malus, quoi. Alors, t'as pas un bonus génial de protection de panier, etc. Mais au moins, en handball, c'est quand même cool. Mais non, mais après, je sais pas à quel point leur monter. Bon, sinon, on met Markkanen au niveau de ce groupe de créateurs. On fait remonter un peu de Jabari Smith, et puis on verra s'il y a d'autres avis, et au pire, on les rapprochera encore. Ouais. Jabari Smith et Markkanen, mais ok. Faisons comme ça, très bien. Et un petit quiz pour terminer. Nous sommes le 21 novembre 2024. On se remémore des actions marquantes de la saison. Et c'est un contre spectaculaire. Et oui, un contre spectaculaire contre les San Antonio Spurs. Mais qui est sur le terrain? Constant montre ce contre de Markkanen contre les Spurs. Est-ce qu'il y a Colin Sexton? Sexton, non, il n'est pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain. Est-ce qu'il y a Keyonte George? Il n'y a pas Keyonte George non plus. Oh là là, mais ils font jouer qui chez les guards? Est-ce qu'il y a Zaya Collier? Il y a Collier, oui, tout à fait. D'accord, donc du coup, il y a Markkanen. Oui. Est-ce qu'il y a John Collins? Il n'y a pas John Collins. Oh là, mais ils font jouer qui? Est-ce qu'il y a, tiens, je l'ai mentionné tout à l'heure, Kai Filipowski? Exactement, l'Italien Filipowski. Est-ce qu'il... Bon, attends, je vais faire du côté des Spurs. Est-ce qu'il y a Wemby?
Wembanyama n'est pas sur le terrain, non. Il n'est pas non, sur non. le terrain. Ah, est-ce qu'il y a Chris Paul? Non plus. Oh non. là, je suis très mauvais là pour l'instant. Est-ce qu'il y a Stephen Castle du coup? Enfin, Stephen Castle. Stephen Castle n'est pas là, non. Oh non, là, non. c'est C'est vraiment catastrophique. le banc. C'est le banc. Ah, c'est le banc, c'est le banc. Bon bah, est-ce qu'il y a Trey Jones? Exactement, Trey Jones c'était là en novembre, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a Keldon Johnson? Oui, Keldon. Si je te dis Télé 7 jours, le chien de Télé 7 jours. Waouh. Alors là. C'est quel type de chien? J'ai plus son prénom. C'est Basset, non? J'ai plus le prénom. Exactement, Basset, tout à fait, ouais. Basset. Charles Basset. Ah, Charles Basset. Après, ils faisaient jouer qui les Spurs? Il y a quelqu'un qui connaît très bien un de tes joueurs préférés de ta franchise. Il le connaît bien depuis longtemps. Oula. Puisque c'est son frère. Ah, bah Cody Williams, du coup. Ah oui, exactement, on est repassé Williams. côté Spurs. On est repassé côté Utah. Du coup, je cherchais côté Spurs. Quelqu'un qui est souvent pieds nus. Parce qu'il n'a pas ses... Oh là là. Attends, qui est souvent pieds nus. Non, alors, autre indice sur ce joueur. Il vient de Nice. Et je t'ai cassé. Attends. Ça farte. Voilà. T'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. Là, je l'ai pas. Attends. Tu connais pas ce film? Si, mais j'ai pas. Là, j'ai pas le. Comment il s'appelle, le mec de Nice? Bah, c'est Bryce Sebo. Ah ouais, d'accord. Ouais, oui, il est pieds nus, il est sans sabot. Bryce sans sabot, tout à fait. Ouais. Je savais pas, j'étais à des kilomètres là, je peux le dire. Ah bah, il y a pas celui qui s'est fait trader la veille du trade de Luka Doncic, à savoir Drew Eubanks. Non, pas Eubanks, non. En revanche, côté Spurs, il en reste deux extérieurs. Quelqu'un qui... Malachi Branham, tout à fait. Et le dernier, il aime pas le mousseux. Il aime pas le mousseux parce qu'il préfère le vrai truc. Julian Champagny. Exactement, Julian Champagny. Brook Lopez, si tu veux bien. On peut aller sur Brook Lopez. Je te fais le topo. 32 minutes par match pour Brook Lopez cette saison. 80 matchs chez les Milwaukee Bucks. Ça fait beaucoup. 13 points, 5 rebonds de moyenne quasiment. 16% d'usage, donc un usage assez modeste. Forcément, c'est pas non plus un gros volume de responsabilité balle en main. Et tout de même un plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne. Ça, c'est très bien. Mais pour te lancer, on est quand même sur une saison où on a peut-être un peu commencé à voir le déclin physique d'un mec qui a été un top défenseur de NBA pendant 4-5 ans. Ah bah on les a vus dans les grandes largeurs, moi je trouve, hein, parce que Brook Lopez, je suis allé un peu vous chercher les pertes d'efficacité année par année. Il est à moins 18.5 en 2021-2022, donc moins 18.5, tu commences à taper dans des pertes d'efficacité qui sont extrêmement solides, voire même historiques. Attends, il joue pas trop en 2022, non? C'est pas la saison où il fait 10 matchs et donc il y a un échantillon de un peu nul, non? C'est pas ça? Il fait 13 matchs. Et si, il fait 13 matchs. Bon, c'est pas grave parce que tu peux même enlever la 2021-2022, ça confirme quand même mon propos. Donc, allez, disons on zappe la 2021-2022, moins 13.2 en 2022-2023. C'est toujours très solide. Hein. Bon, c'est pas moins 18, mais c'est quand même extrêmement solide. Ouais, puis tu peux remplacer 2022 par 2020, où il était déjà à un niveau incroyable aussi. Donc, allez, je te remplace et ça marche. ça marche quand même. Puis 2020, en plus, c'est l'année où je crois qu'en perte d'efficacité, tu dois avoir Brook Lopez et Giannis dans le top 5. Enfin, de 2010 et Robin Lopez aussi, ouais. Tu as moins 8.2 en 2023-2024. Ah là, ça commence à baisser déjà. Tu perds 5 points entre une année et une autre. Bon, t'as plus Jrue Holiday aussi. Hein. T'as Damian Lillard. Donc, faut compenser sur les lignes extérieures. Et cette année, t'as à moins 5.4. Moins 5.4, c'est honnête. Mais c'est pas, tu vois, c'est dans la moyenne, quoi. Je suis allé regarder un petit peu le defensive field goal pourcentage sur les 80 joueurs qui ont défendu le plus de tirs au panier. Il est 23e sur 80. Et vous regardez au defensive field goal pourcentage, si on prend la perte d'efficacité, globalement, tout le monde est un peu dans ce stade entre 5 et 6. Enfin voilà, c'est plus le Brook Lopez élite. C'est toujours un bon défenseur sur le pick and roll rollman. Hein. Il est assez bien classé au niveau du point par possession. Globalement, c'est une saison où tu as vu peut-être les limites de Brook Lopez. Tu parlais du nombre de minutes et le nombre de matchs joués par Brook Lopez en disant c'est beaucoup, c'est peut-être même un petit peu trop pour Brook Lopez, où je trouve que la défense des Bucks, et on en avait parlé dans le DH20, on avait évoqué le fait que la défense de Giannis n'était plus à des niveaux qui étaient
le Giannis dominant défensivement qu'on a connu justement sur la 2019-2020, et que c'était un peu lié à la baisse de performance et la baisse d'impact de Brook Lopez, qui est un peu plus sujet, notamment sa défense sur drop. Je trouve que ça commence à devenir extrêmement compliqué face à beaucoup de guards qui sont un petit peu ciblés sur de la défense en drop. En protection de cercle, on n'est plus sur le défenseur élite plus. Alors il compense en attaque, il est toujours efficace, il y a un petit peu de post-up, c'est un très bon rollman là aussi, l'association avec Lillard ça marchait plutôt bien, enfin il joue beaucoup de possessions en tant que rollman, il est très efficace en points par possession. Je vais vous chercher là, il est 9e en pick and roll rollman en nombre de possessions jouées, 10e en efficacité sur les 25 qui en jouent le plus, donc c'est bien, hein. Mais effectivement, Brook Lopez, petit volume, petit usage, et puis ce qui faisait sa qualité première, au-delà du fait qu'il t'apportait un spacing qui était très intéressant en attaque, c'était il y avait absolument aucun compromis. Tu vois, on parlait de Lauri Markkanen sur le côté compromis, j'apporte du spacing, mais par contre en défense, je suis très mauvais. Brook Lopez, justement, avait ce parfait alliage de j'apporte du spacing, et en plus de ça, je suis un défenseur élite, ce que je trouve on a perdu depuis, 1 an et demi, 2 ans. Oui, et puis vraiment, il y avait un aspect au Bucks où la surprise, et ce qui est un peu resté niveau narratif, on va dire, c'est le 3 points, qui est un peu sorti de nulle part. Je trouve que tout aussi important, si ce n'est plus, c'est à quel point en fait on a eu un défenseur d'élite qui est arrivé à Milwaukee et qu'il n'était pas connu pour ça, quoi. Il n'était pas connu pour la défense d'élite. Alors c'était peut-être un peu secrètement un top défenseur de panier, mais qui répondait pas aux mêmes critères que dans les années 2010, etc. Mais bref, il arrive au Bucks, il est de suite élite dans le schéma mis en place par Bud qui lui demande de rester en retrait sur les écrans. Mais pas que tout seul, il y a aussi des aides à droite à gauche, côté fort, côté faible, des mecs qui font des stunts, des méga dézonages. Pour ça que la défense des Bucks autorisait très peu de tirs au panier. Il y avait Lopez, mais pas que. Il y avait aussi, il y a toujours 2-3 mecs dans la raquette en plus pour forcer la balle et aller à l'extérieur plutôt que de laisser simplement affronter dans l'espace le meneur ou le mec qui sort de l'écran vers Brook Lopez. Et en fait, on a ça, 2020, où il aurait pu être... 2019 d'abord, 2020, il aurait pu être Deepoy, je pense. Je ne sais pas. 2021 aussi. Et 2022, en effet, tu vois, c'est l'année où il est pas là. Il est blessé. Pour ça que j'ai étiqueté tout à l'heure quand on en a parlé, mais parce que en fait, il est blessé et on se rend compte que ah ouais, en fait, sans Lopez, la défense elle a peine moyenne, quoi. En fait, finalement, Giannis, c'est super, il fait des contres spectaculaires. Mais au final, sans Lopez en encre défensive, ils sont passés de premier à 15e, quoi. Et le retour en 2023, tu dis, ah ouais, voilà, regardez, de nouveau, on a une défense qui est élite, on a le retour du rock en défense, et je raconte un peu tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même 2 saisons compliquées dernièrement, 24 et 25, tu l'as un peu décrit. Je pense qu'il y a un mélange à la fois de son déclin et les schémas qui ont changé. Alors en 24, c'est d'abord Adrian Griffin qui le fait faire des edges, donc monter haut sur les écrans, alors que lui il préférait rester bas justement pour être en contrôle de la raquette. Donc voilà, on savait pas trop quoi faire. Est-ce que c'était un déclin, est-ce que c'était les schémas qui l'éloignaient du panier, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et là pareil, notre ami Doc Rivers qui arrive, c'est pas exactement les mêmes schémas aussi bien exécutés que sous Bud. Donc bref, là je pense que pour moi on a un peu acté le déclin physique, et le fait que tu vois il soit parti pour un rôle mineur aux Clippers de sortie de banc montre bien que oui, on est plutôt en fin de parcours. Et que clairement, c'est peut-être sa plus mauvaise saison défensive, mais comme tu dis, c'est juste qu'on est passé de élite à encore très solide, très solide. Et paradoxalement, l'autre truc, à l'inverse, c'est l'attaque. T'en as parlé, au niveau des rôles, du pick and roll. En fait, il est très bon, mais c'est à la fois bien et pas bien, parce que ce qui est bien, c'est que oui, on a vu que, tu vois, dans l'espace, il était capable de faire des passes en short roll, plus que ce qu'on croyait. Moi, j'ai des souvenirs de matchs contre Denver, notamment, où Denver met la pression très haut, donc forcément c'est à Lopez à faire le short roll, et il le fait très bien, et ça on l'a vu pas mal de fois, alors qu'on s'attendait pas à ce qu'il ait ce côté prise de décision en mouvement. Il y a des rôles très simplement au panier qu'on n'avait plus sous Bud, parce que sous Bud c'était toi tu restes à 3 points, et donc là on a un peu plus le côté à l'ancienne, Doc Rivers, allez, poste 1, poste 5, ce pick and roll-ci. C'est bien pour lui, c'est dommage pour les Bucks parce qu'on voulait voir plutôt du Giannis Lillard, mais bon, ceci est un autre débat. Donc c'est un peu bizarre sa saison, entre un peu le mini déclin défensif et finalement l'attaque. Je vais pas dire que c'est sa meilleure saison offensive, mais c'est une saison presque plus intéressante que certaines où il était juste un peu en catch and shoot, quoi, tu vois. Je pense qu'il a été obligé aussi, entre guillemets, de par les absences répétées, par le fait qu'il y a quand même moins de talent offensif du côté des Bucks, avec les blessures. Enfin, déjà, tu as eu le départ de Jrue Holiday il y a 2 ans, qui est un peu handicapé, mais bon, tu avais Lillard.
Enfin, t'avais l'ajout de Damien Lillard, et puis là, t'as quelques absences. Le banc des Bucks, c'était absolument infect. Enfin, c'est un joueur qui s'est retrouvé un petit peu plus responsabilisé dans ce domaine-là et qui est revenu effectivement à des préceptes qui avaient fait son succès du côté des Nets, puisqu'il est All-Star. Il est une fois All-Star, il me semble, Brook Lopez. Je commence à rejouer un petit peu plus de post-up. Je fais parler ma qualité de finition près du cercle. Enfin, c'est des trucs, effectivement, peut-être que son registre offensif était un petit peu plus varié que les saisons précédentes, quand bien même, tu vois, son pourcentage de tirs à 3 points tentés sur ses tirs au global, sa fréquence de tirs à 3 points tentés, il est à 45% cette année, il était à 45% sur les premières années sous Bud, il y a 2018-2019 où il a 61% de tirs à 3 points tentés de fréquence. Donc ça, pour le coup, effectivement, tu sens bien l'explosion d'un coup du fait de changement de franchise. Mais ouais, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a revu un petit peu de Brook Lopez post-up cette année. Et j'ai pas la sensation que tu voyais ça aussi fréquemment sur les saisons précédentes. Non, c'était un peu une arme intéressante parce que, grosso modo, tu pouvais pas switcher n'importe comment. Parce que Lopez pouvait punir en post-up là où, tu vois, des Gobert peuvent pas, ou des mecs comme ça. C'est un peu l'avantage du profil de Lopez, de Ayton à l'époque aussi. Mais par contre, c'est vrai que là, ça a été non pas une option pour punir un mismatch, là, ça a été utilisé comme une manière d'initier l'attaque, quoi. Ouais, exactement, un précepte. Donc ouais, effectivement. Et donc avec tout ça, le côté défenseur encore bon ou très bon, je ne sais pas, et un attaquant intéressant, où est-ce qu'on le place alors dans ce classement ? J'ai du mal à le séparer de ce range Miles Turner, Isaiah Hartenstein, Kristaps Porzingis, Jarrett Allen. Je sais pas où je le classe, mais je pense que sa place est là, très honnêtement. Oui, donc un peu dans ce groupe de pivots, en effet. Donc ça serait au-dessus de... c'est vrai que la question est intéressante. Je pense que par rapport à Jarrett Allen, c'est peut-être le seul nom où je me dis... je le vois facilement devant Jarrett Allen sur la saison, vu qu'il y a quand même spacing, défense du panier qui est cool. Après, Porzingis, Hartenstein, j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs en plus. Tu vois, Hartenstein est quand même un peu élite sur la défense. Porzingis sur le passing. Le passing aussi, ouais, merci. Porzingis, c'est le shooting, le spacing, plus sa défense aussi en deuxième rideau. Donc ouais, on peut le mettre au milieu de ce groupe-là, alors, si ça te va. Ouais, tu peux, parce que Isaiah Hartenstein, j'ai plus les chiffres de perte d'efficacité au panier, mais vu qu'il était OK ici, ça doit être pas mal aussi. Donc il doit pas être très loin des pertes d'efficacité de Brook Lopez. Donc moi, ça me choque pas de le voir dans ce registre-là. Peut-être même, tu vois, un peu mettre Brook Lopez un peu derrière, même si Hartenstein t'apporte pas le passing, derrière, t'apporte pas le spacing, justement, un peu tout derrière, tu vois, entre Porzingis et Hartenstein. Ouais. Ok, très bien. Faudrait comme ça alors pour Brook Lopez autour de la 50e place, du coup, dans ce classement. Et donc, petit quiz pour terminer, nous sommes le 7 novembre 2024 et c'est un contre spectaculaire, un contre sur une tentative de dunk d'un joueur du Jazz. On est encore sur le Jazz, mais qui est sur le terrain alors ? C'est encore un contre. Est-ce qu'il y a Lauri Markkanen, du coup ? Oui, il est là. Est-ce qu'il y a Colin Sexton ? Sexton n'est pas là. Ah, mais il est nulle part, Colin Sexton. Il n'est pas sur le terrain. Est-ce qu'il y a Cody Williams ? Non, Cody n'est pas là. Toujours pas, d'accord. Est-ce qu'il y a Walker Kessler ? Non. Oh là, je suis mauvais. C'est exactement l'inverse des noms que tu as cités tout à l'heure. C'est exactement l'inverse. Donc attends. C'est le Jazz, un nouveau Jazz. C'est un nouveau Jazz, donc c'est le banc du Jazz finalement. Un peu. Ah bon, est-ce qu'il y a notre ami Bryson Sabo qui est de retour ? Non, pas Sabo. Par contre, il y a quelqu'un qui a été coupé par le Jazz tellement on n'arrivait pas à l'échanger. Qui a été signé au Knicks par hasard ? Exactement. Jordan Clarkson, ouais. John Collins ? Exactement, Collins est là. John Collins, donc j'en ai cité combien ? 3 Utah ? Mais une banque en ligne. La banque en ligne. Waouh, une banque en ligne. Tu vois, un message électronique, c'est un email. Ouais. Une banque en ligne, c'est... Drew Eubanks, du coup. Ouais. C'est une e-banks, tout à fait. Tout à fait. Et alors le dernier, c'est un vieux de la vieille qui fait partie de la génération dorée. La draft 2009 des meneurs. Patty Mills. Il était dans cette cuve, exactement. C'est Patty Mills, exactement. Et alors côté Bucks. Du coup, il y a Brook Lopez. Il y a Giannis. Pas sur le terrain à ce moment-ci. Bobby Portis. Exactement. Damian Lillard. Lillard, ouais, tout à fait. Taurean Prince. Pas Taurean Prince, si je te dis Andy Dalton. Est-ce que tu comprends, toi qui regardes un peu la NFL ? Attends, Andy Dalton, c'est les Bengals, donc...
Quel était son receveur préféré, Andy Dalton? Mince. Je sais plus comment il s'appelait. Si, AJ Green. Voilà, AJ Green, tout à fait. AJ Green, et le dernier, il était avec Lillard à Portland à la base. Gary Trent? Ah, pas mal, c'est vrai que ça marche aussi, mais non, je pensais à un autre encore plus vieux. Pat Connaughton, du coup. Exactement, Pat Connaughton, tout à fait. Et donc troisième joueur du jour, tiens, allons sur Finney-Smith, Dorian Finney-Smith, 29 minutes de jeu par match, 63 matchs entre deux franchises, évidemment il a été tradé de Brooklyn aux Lakers, 9 points, 4 rebonds, mais les stats bruts on s'en fiche, à la limite c'est pas son rôle, 12% d'usage, très très modeste comme volume d'utilisation, plus 5% relatif à la moyenne, c'est sympathique, on le prend sur un petit volume, mais voilà, pour te lancer, mine de rien il a quand même un peu, je vais pas dire venu sauver la saison des Lakers, mais ça a été un ajout de taille et de choix pour la deuxième partie de saison des Lakers, notamment pour leur défense. Pour leur défense, oui, parce qu'il t'amène quand même une polyvalence qui est appréciée du côté des Lakers. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait un peu plus de 2 mètres et qui défend sur à peu près tout type de poste, même s'il défend majoritairement sur les guards. Et c'est ça que je trouve intéressant, notamment sur les playoffs où tu l'as vu défendre très majoritairement sur Anthony Edwards. Donc tu as un joueur un peu grand qui peut ne pas t'amener de déficit de taille, qui est capable de défendre sur tout type de profil. Si on regarde les match-ups qui a le plus défendu cette année, il y a du James Harden, il y a du James Harden, il y a du Jason Tatum, il y a du Jaren Jackson Jr., du Stephen Curry, du Giannis. Enfin voilà, il y a tout type de profil. Vraiment, ouais. C'est un éventail assez varié, donc il t'amène de la polyvalence, ce qui était appréciable dans une équipe des Lakers qui essayait d'évoluer sans réel pivot. Après, j'ai envie de te dire que Dorian Finney-Smith, on est sur la version un peu datée du 3&D, un petit peu la version 2018, c'est-à-dire que en attaque, il est très bon au catch and shoot, mais on est vraiment sur un 3&D pur et dur. Je trouve qu'au niveau de son patting, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et moi, le problème que j'ai avec Dorian Finney-Smith, quand bien même, tu vois, c'est pas forcément dans son registre, c'est pas forcément dans son rôle, c'est au niveau du rebond où je trouve que c'est un très mauvais rebondeur. Je suis allé chercher un petit peu, il y a un outil de Basketball Index, c'est le talent en rebond défensif. Si on le compare à sa taille, il est parmi les joueurs de grande taille, c'est l'un des moins bien classés. Alors Brook Lopez est dernier de cette stat, ce qui me fait beaucoup rire, mais tu vois, il est au même niveau que des Duncan Robinson, des Jeremy Grant. Enfin, c'est un très mauvais rebondeur pour sa taille, et le problème c'est que dans une équipe des Lakers sur la série de playoffs qui s'est fait démolir au rebond offensif et qui jouait la majeure partie du temps sans pivot, ça me pose un peu souci d'avoir un Dorian Finney-Smith qui était très en retrait sur cette optique-là au rebond défensif, parce qu'il est dans le 0e centile. Alors c'est les playoffs, c'est un petit échantillon, mais sur la saison régulière il était déjà dans le 6e centile pour les forwards en termes de pourcentage de rebond défensif capté. Donc c'est un très mauvais rebondeur défensif, et je trouve que il est polyvalent défensivement, ça on peut pas lui enlever. Il est très bon en catch and shoot, mais est-ce qu'il est réellement respecté? J'ai pas l'impression. Tu vois, tu regardes le joueur qui a le plus défendu sur la série face à Minnesota, c'est Donte DiVincenzo. Donc finalement, il va pas te créer un décalage important où il est pas spécialement respecté. Et c'est un 3&D de l'ancienne école, je trouve, qui a ses qualités, ses défauts, mais qui me semble un peu une version datée vis-à-vis d'autres profils et d'autres joueurs. Oui, tu veux dire que c'est un peu le 3&D d'avant, c'est-à-dire juste reste dans le corner et sois un peu statique. Tu défends et tu mets des tirs à 3 points dans le corner. C'est un peu la première évolution, on va dire, de année 2010. On avait besoin de ça, PJ Tucker ou des mecs comme ça. Trevor Ariza, et aujourd'hui, ce type de profil. Exactement, Ariza fait partie de ça. Après, l'évolution a fait qu'aujourd'hui, le 3&D, on aime bien qu'il joue un peu le connecteur, quoi. On aime bien que si on vient fermer sur ton tir, t'es capable de poser le dribble, prendre une décision en mouvement, un peu le modèle Quentin Grimes, les connecteurs modernes. Les connecteurs sont les 3&D d'avant, mais évolués, on va dire. Après, je te rejoins. J'aime bien quand même parce qu'il y a au moins un petit drive tout droit. Tu vois, il n'avait pas autant, je trouve, un PJ Tucker à l'époque, ou vraiment la caricature de ce genre de profil. Un PJ Tucker, le drive, il connaissait pas de toute façon. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je parle de ça. Ou même, tu vois, tu prends un mec comme Dylan Brooks aussi. Bon, Brooks, tu viens fermer sur lui, il prend le pull-up, quoi. Il va pas aller au drive. Alors que je trouve qu'il y a un certain drive, une fois sur un match sur 4, tu vois, où tu viens fermer sur lui, il peut au moins faire un petit tout droit. Mais je te rejoins que en attaque, c'est du très basique et c'est un peu, comme tu dis, le 3&D d'avant, quoi, pour le coup. Et donc, ce qui fait que, tu vois, sur le top 100 qu'on fait depuis donc 3 ans, comme tu dis, je crois qu'il n'y a pas tout le temps été
parce qu'en fait, depuis 2-3 ans, l'attaque est un peu cata, parce que l'attaque, c'est que le 3 points. Il y a des saisons où, en fait, le 3 points rentrait pas, et même rentrait pas du tout. Et donc, il y a des fois, tu te dis, bon, bah, la défense, c'est sympa, mais en fait, la valeur offensive tanque totalement la valeur globale, parce que le 3 points rentrait pas. Donc, je crois que c'est quand il arrive au net, il shoot pas bien du tout en 2023. En 2024 aussi, il est à 33, 34. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas très 34, bon non plus. Ouais. Et là, ouais, on a une bonne saison au tir. C'est bien, donc tu as enfin un côté, un peu de viabilité offensive, ça fait du bien, parce que l'attaque, c'est que ça. Et je te rejoins aussi sur la défense, où, après, comment dire, il est très polyvalent. Je te rejoins que c'est pas un mec qui peut facilement monter en poste, entre guillemets, et t'assurer de la défense, tu vois, en deuxième rideau. Je pense que le switch all des Lakers en mode petit et switch all, si tu remplaces Finney Smith par un mec comme, bon, ça paraît évident, mais comme Jalen Williams, par exemple, ou même un Peyton Watson, tu vois, un mec qui peut un peu protéger le panier en deuxième rideau, peut-être que ça aurait été un peu différent. Finney Smith, il y a surtout on-ball, le profil. Donc, il n'y a pas cet apport de, bah tiens, on joue très petit, mais on a quand même ce petit qui peut défendre le panier, par exemple. Tu l'as pas avec Finney Smith, et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il a aussi... regarde le line-up qu'on avait aux Lakers. On avait Luka Doncic, tu veux pas qu'il défende des mecs dangereux. T'avais Austin Reeves, tu veux pas qu'il défende des mecs dangereux. LeBron James, tu veux pas trop qu'il fasse à haut volume, on va dire. Lui, et Hachimura. Et Hachimura qui est pas mal aussi, mais qui est plutôt un peu plus post-gros, on va dire. Donc en fait, c'était un peu lui le premier rideau. Mais le problème d'un premier rideau sur un switch all, c'est que un écran, et c'est fini. Et donc Edwards a pu attaquer à foison les autres. Et donc tu retombais sur la problématique de... Bah, tu peux pas profiter de la valeur on-ball de Finney Smith. Et quand il est du coup off-ball après un switch, bah, il peut pas protéger très bien le panier parce que c'est pas trop son truc. Donc en fait, c'était un peu spécial, quoi, pour le coup, cette série de playoffs. Mais ouais, c'est un peu comme, je te rejoins sur l'idée globale de un peu 3&D d'avant, quoi. C'est-à-dire en attaque, ça bouge pas trop, et en défense, c'est surtout le ballon. C'est ça, et puis ça rejoint un petit peu ton propos, j'ai envie de dire que le 3&D moderne a la défense off-ball. Tu parlais un petit peu, tu vois, il y a le côté connecteur. Je pense que l'évolution du 3&D, c'est le côté connecteur en attaque, c'est la défense off-ball sur l'aspect un petit peu défensif, là où effectivement, t'avais les Trevor Ariza, les PJ Tucker, t'avais moins de switch quand même à une certaine époque. Donc, tu restes collé aux gars qui portent la balle 30% du temps ou 40% du temps. Et puis, tu fais ça, c'est la mission un petit peu Patrick Beverley-esque, un petit peu que tu peux avoir d'être ce défenseur collant. Et par contre, on te demande pas de faire des trucs off-ball, là où Dorian Finney-Smith, je suis d'accord, a pas la défense off-ball, tu vois, si tu compares sans rentrer directement dans sa place dans le classement, mais si tu compares à certains profils qui sont plutôt en bas de classement, ils ont quand même cette possibilité, ils ont peut-être moins la polyvalence, mais ce sont des défenseurs qui sont plus efficaces off-ball, qui sont de meilleure qualité dans leur science du placement, etc., etc. Là où Dorian Finney-Smith, ouais, c'est tu vois, justement, tu parlais du fait qu'il y avait assez peu de matériel disponible du côté des Lakers défensifs, mais c'était vraiment Dorian Finney-Smith, c'était un petit peu le joueur qui était censé rendre viable ce 5 majeur de petit, en disant tu vas avoir une problématique au rebond, ça c'est un premier problème, mais avec Dorian Finney-Smith, t'as un joueur de 2 mètres, en fait tu fais un 5 majeur en dehors de Austin Reeves, même si Austin Reeves c'est pas si petit que ça, tu fais un 5 majeur qu'avec des joueurs qui font entre 1,98 et 2,03 m, et Dorian Finney-Smith, de par sa polyvalence, va être capable de défendre une isolation d'Anthony Edwards, de défendre un post-up de Julius Randle. C'était censé être le joueur qui recollait un petit peu tous les morceaux défensifs, sauf qu'on a vu sur la série de playoffs que ça s'est pas forcément passé comme prévu, que c'était peut-être pas ce joueur matriciel d'une défense qui peut te permettre de passer petit. Après, là on insiste sur les nuances de pourquoi est-ce qu'il est pas catégorie peut-être chapeau au-dessus en termes de défense, mais s'il est quand même dans le top 100, c'est que, oui, peut-être il va y être, on va voir, mais s'il est dans la playlist, en tout cas, c'est que je trouve que la défense est quand même très cool. Enfin, il y a des limites, c'est pas le 3&D d'après, comme on l'a bien décrit, mais c'est quand même un 3&D sympathique, je trouve. Donc, certes les playoffs et certes tout ce qu'on a dit, défense off-ball, j'ai quand même bien aimé, et ça a apporté quand même pas mal de liens, et je pense que les fans des Lakers pourront aussi raconter que c'était un peu le jour et la nuit, hein, entre avant et après l'échange. Il a quand même permis plein de choses, et même toi, tu as bien décrit aussi à quel point la polyvalence on-ball, il a défendu sur un peu tous les profils, hein, de Harden à Randle, ou en passant par des ailiers plus entre les deux, quoi, pour le coup. Mais alors justement, classement, tu commençais à en parler. Où est-ce qu'on va taper dans le classement? Plutôt vers le bas? Je vois qu'il y a pas mal de défenseurs vers le bas, mais où le mettons dans cette hiérarchie des défenseurs extérieurs? Au niveau de Dyson, en dessous de Dyson Daniels, hein. Ouais, c'est un peu mon point de repère aussi. Je suis d'accord qu'on est peut-être en dessous de tout ce qui est Caruso, Brooks, voilà, c'est Holiday, hein. Je pense. Franchement, ouais. Je pense. Même si Dillon Brooks, je trouve pas très bon ni en attaque, ça c'est peu de le dire. Même défense off ball, je suis pas toujours très fan de Dillon Brooks.
Mais pour en fait peut-être réévaluer Dyson Daniels vis-à-vis de Dillon Brooks, tu vois, peut-être. Reclasser un espèce de d'abord Dyson, d'abord Dyson, puis Finney Smith, puis Brooks, un truc comme ça. Ouais, parce que Dyson Daniels a quand même beaucoup plus de scoring, a quand même beaucoup plus de playmaking. Alors il est pas efficace, hein, ok, mais je sais pas, Dyson Daniels sans acheter complètement la théorie. Il y a quand même 2-3 trucs que je trouve intéressants dans la saison de Dyson Daniels et qui ne sont pas forcément liés à la défense. Là où Dillon Brooks, honnêtement, tu retiens que l'aspect défensif. Et c'est un peu ça aussi pour Dorian Finney-Smith. Même si tu retiens le catch and shoot à 3 points qui a été bon cette saison, c'est assez limité. Là où je trouve que Dyson Daniels est peut-être même un cran au-dessus défensivement de Dorian Finney-Smith, ça c'est sûr. Après, Dillon Brooks, ça reste un bon défenseur et a quand même un panel plus large en attaque. Du coup, ça ferait un peu ces trois-là dans le même chapeau, avec d'ailleurs Jabari Smith qu'on a remonté un peu dans cette zone-là. Donc un truc Dyson Daniels, Finney Smith, Brooks et Jabari Smith, pas trop loin. Et il y a quand même un peu une cassure, je trouve, avec le groupe d'un peu au-dessus que sont Wallace, Caruso, Holiday notamment. Ça me va. Très bien, faisons comme ça alors. Faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 27 janvier 2025. On est avant The Trade. 27 janvier, et c'est un poster dunk contre les Hornets, mais en plus qu'un dunk clutch. C'est pas juste pour t'embêter avec les Hornets, c'est un dunk clutch sur une fin de match très disputée, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Mais qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Ah, attends. 27 janvier, on est d'accord? Ouais. Donc il est déjà aux Lakers? Oui. Donc est-ce qu'il y a LeBron James? Tout à fait. Anthony Davis? Ouais. Austin Reeves? Oui. Dorian Finney-Smith, du coup? Oui. Et qui c'est qui finit à cette époque-là pour les Lakers? Max Christie? Exactement, Max Christie, tout à fait. Bon, là, tout le monde du côté des Lakers, ça va. Si c'est une fin de match clutch, il y a... non, il joue jamais, lui. Est-ce qu'il y a Miles Bridges? Oui, il est là, Miles Bridges, tout à fait. Est-ce qu'il y a Josh Green? Josh Green est là. Alors là, faut prendre dans l'infirmerie des Hornets, donc j'ai une chance sur 2. Est-ce que c'est l'un des rares matchs où Mark Williams joue? Mark Williams est sur le terrain et apparemment il a dû bien impressionner pour le coup les Lakers parce qu'ils sont allés le chercher ensuite. On a d'ailleurs un ancien d'OKC au passage. Ah, Micic. Exactement, Micic est par là. Et le dernier alors? La Melo? Non, c'est pas la Melo Ball. Sinon Charlotte aurait gagné ce match avant le Money Time. Possible. Alors pour te dire, le 27 janvier, on est quelques jours après un des premiers trades de la saison qui a envoyé quelqu'un aux Suns. Ah, du coup, c'est Nick Richards qui va aux Suns et c'est Josh Okogie qui va aux Hornets. Exactement, c'est Josh Okogie, tout à fait. Josh Okogie sur le terrain. Bref, avançons au 4e joueur du jour, Derrick White. Allons sur lui, le joueur, on en parlait en antenne, le joueur que tout le monde aime. Je pense que tout le monde l'aime, Derrick White, il n'y a aucun hater. 34 minutes par match pour Derrick White, 76 matchs, 16,5 assists de moyenne quasiment, 20% d'usage, donc plutôt un bon volume d'utilisation et une efficacité qui évidemment est au rendez-vous, plus 5% relatif à la moyenne, donc c'est bien. Pour te lancer, on est sur un Derrick White qui, en fait, année après année, prend du volume chez des Celtics qui pourtant étaient des Celtics d'élite. Oui, et moi c'est le point que j'ai envie de retenir vis-à-vis de la saison de Derrick White, parce que Derrick White a fait du Derrick White, enfin le Derrick White de la saison précédente, je pense que ça a été un peu moins mentionné parce qu'il n'y a pas il y a plus l'effet de surprise de la saison précédente, c'est-à-dire que quand il est arrivé au Celtics, tu t'es dit ah oui, d'accord, Derrick White est ce joueur-là, et puis à partir de la saison 2023-2024 avec l'arrivée de Joe Mazzulla, il a pris en volume. Bon là, il a complètement explosé en volume à 3 points, c'est quand même très élevé, on est à plus de 9 tentatives, plus de 8 tentatives, j'ai plus la stat, attends, faut que je te la retrouve. Mais en tout cas, on est sur un volume qui est très élevé avec une efficace, plus de 9 tentatives à 3 points, c'est ça, 9.1. Il était à 6.8 l'an dernier, donc il passe quand même en l'espace de 2 ans de 4.8 à 9.1 et son régime de tir augmente pas trop parce qu'il fait un quasi plus 5 à 3 points alors que il fait un plus 3,4 en termes de tentatives de tir tenté, donc c'est vraiment l'augmentation du volume, c'est l'augmentation du tir à 3 points quoi. C'est tout. Il a toujours une efficacité qui est très bonne, mais moi ce que j'ai envie de noter vis-à-vis de la saison de Derrick White, c'est son nombre de touches qui a augmenté, qui a même
Moi, qui a bien augmenté. J'ai pas envie de dire explosé, mais pas très loin d'exploser, puisque il était 55e en nombre de touches par match l'an dernier. Il est 26e cette année. Il y en a plus 11 par match. Il y a eu beaucoup plus de séquences où tu avais Derrick White, pas forcément en finisseur ou en créateur d'action, juste en porteur de balle beaucoup plus impliqué dans le jeu offensif des Celtics. C'est lié au fait que Jrue Holiday est moins bon cette année. D'ailleurs, la variation au nombre de touches est quasi, en fait, c'est l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus 11 touches pour Derrick White cette année par rapport à l'an dernier. Il y en a 7 de moins pour Jrue Holiday. Donc c'est vraiment quasiment Derrick White qui a récupéré toutes les touches en moins de Jrue Holiday. Donc c'est plutôt cet aspect-là que j'ai envie de mettre en valeur sur la saison de Derrick White, c'est qu'on l'a vu beaucoup plus dans le côté organisationnel, beaucoup plus dans l'implication de cette attaque des Celtics, que d'ailleurs je pense on verra ce rôle, parce que c'est d'autant plus important et utile de le souligner que c'est un rôle dans lequel on le verra cette saison avec la blessure de Jason Tatum. En Rockets, tu veux dire? Peut-être à partir du mois de janvier, mais en tout cas au mois d'octobre ce sera encore du côté des Celtics. Mais c'est sur cet aspect-là. Après, Derrick White a fait du Derrick White, c'est-à-dire un joueur excellent, mais il y a eu ce petit plus d'être un petit peu plus impliqué dans le jeu offensif que j'avais vraiment envie de noter et de souligner. Bon, puis t'en as pas parlé, mais on peut se débarrasser vite fait. La défense, élite, ultra élite, un des meilleurs de NBA en termes de navigation d'écran, un fantastique on-ball, des mains défensives fabuleuses, protection de panier aussi, parmi les petits, c'est un des meilleurs de NBA pour protéger le panier. Alors pas sur un côté, un gros coffre qui va encaisser les contacts une fois en l'air sur la verticalité, mais sur un côté... Voilà, j'ai parlé des mains, c'est un mec qui va fondre sur sa proie, c'est la précision pour bien viser, pour bien dévier les ballons, enfin voilà, le contre fantastique. Finalement la défense, on peut la décrire, on peut rajouter des qualificatifs, des hyperboles, mais c'est assez basique, c'est un des meilleurs défenseurs de NBA sur le premier rideau, qui est aussi très bon en off-ball par rapport à sa taille et à ses mensurations, on va dire. Et non, l'attaque, je te rejoins sur l'évolution offensive petit à petit, et presque à un point où je pense que les Spurs, il y a 3 ans, s'ils avaient su que ça donnerait ça, notamment au niveau du shoot, ils l'auraient peut-être vendu plus cher, hein, pour le coup, le Derrick White. Mais en fait, moi, il y a un côté, plus de ballons pour organiser le jeu, entre guillemets organisé, mais parce que voilà, tu l'as bien dit, il touche plus la balle, il remonte le ballon. C'est pas non plus un meneur gestionnaire à l'ancienne, hein. C'est juste que voilà, il vient, il lance le set, il initie l'action, il vient faire le pick and roll avec Tatum, c'est lui qui a la balle, juste pour qu'on crée le switch et ensuite il donne la balle à Tatum, etc. Donc c'est très propre aussi de ce point de vue-là. Et moi, ce que j'adore en fait, c'est que je me suis fait la réflexion. J'ai l'impression que c'est le seul où je me dis jamais, tiens, il prend des mauvais tirs, Derrick White, tu vois, côté Celtics. Il y en a. Alors, il y en a quand même beaucoup moins que les autres, tu vois. Oui. Là où Tatum, il y a un côté, bon, ok, t'as un switch et tu prends le pull-up à 3 points contesté par-dessus, c'est dommage. Là où Jaylen Brown, tu te dis toujours, ouais, ok, sympathique, ça peut rentrer, mais hein, encore un long tir de points contesté quand même, ou des trucs comme ça. Derrick White, j'ai l'impression que on a quand même un côté créateur qui est pas non plus à hyper gros volume, mais que tu as l'impression que le pull-up à 3 points est pas non plus autant surutilisé que pour d'autres. Alors que c'est clairement le reproche qu'on peut faire parfois à Boston. Mais lui, j'ai l'impression que c'est jamais trop surutilisé. Et d'ailleurs, il est encore à 80% de paniers assistés à 3 points. Pas au général, mais à 3 points, je veux dire. Ce qui fait que, tu vois, on a grosso modo un 8 catch and shoot pour 2 pull-up à 3 points. On peut le résumer comme ça. Et donc moi, il y a cet aspect de sélection de tir et de propreté aussi qui me plaît, en plus du passing, du QI basket, le peu de perte de balle aussi, pour un mec qui pourtant porte pas mal la balle, etc. Donc en fait, on a une méga efficacité un peu partout, quoi, au niveau du tir, au niveau des ballons, des pertes de balles, etc., quoi. C'est ça, au niveau de son ratio, t'es à 6 catch and shoot à 3 points pour 3 pull-ups. Voilà, sur la saison 2024-2025, 34% sur les pull-ups, c'est honnête. Il y a juste effectivement 2-3 fois où je vois des pull-ups de Derrick White, tu vois, il y en a quelques-uns, des pull-ups de Derrick White à 9 mètres où tu dis tiens, ou alors il y a une pause d'écran et le shoot un petit peu en sortie d'écran où je me dis tiens, c'est des tirs un petit peu bizarres de Derrick White, mais c'est souvent des hit checks plus que vraiment des mauvais process. Ouais. Après, tu l'as vu notamment le match 5 face aux Knicks où il est très bon dans un registre un petit peu différent. Voilà, je pense qu'il souffre quand même un petit peu comme l'intégralité des Celtics. Je trouve qu'il est quand même assez dépendant du rendement de ses coéquipiers. J'ai l'impression que quand les Celtics c'est pas lui qui va te créer un momentum, en tout cas en attaque. J'ai l'impression que quand les Celtics sont en dedans, lui suit un petit peu le cours que peut avoir et le niveau que peuvent avoir ses coéquipiers. Tu vois, typiquement les 2 matchs face aux Knicks, là où Boston a une crise d'adresse terrible, Derrick White n'est pas là pour colmater les brèches, hein, en termes d'efficacité. Je crois il est à 3 sur 11 à 3 points au match 1, 3 sur 12 au match 2. Enfin, tu vois, pour un shooter d'élite, avoir une crise
prise d'adresse où globalement il est pas très bon non, même pas 5 sur 16 au game 1, 3 sur 11 au game 2, donc ça fait du 8 sur 27, donc on est à moins de 33%, donc 33%. C'est un petit peu, tu vois, je trouve que c'est un joueur qui est pas forcément créateur de momentum, en tout cas en attaque, et qui est un petit peu dépendant du rendement que peuvent avoir les autres joueurs. C'est le tout petit point le tout petit point qui me ferait peut-être pas qui m'empêcherait de le faire basculer dans une catégorie supérieure. C'est vraiment, je trouve qu'il est encore assez dépendant finalement du rendement de ses coéquipiers. Mais même pas que créateur de momentum, il est même pas trop créateur tout court, j'ai envie de dire. C'est un peu de la création tertiaire. Par moment, tu vois, moi, les fameux pull-up à 3 points, mais en sortie de l'écran où le big est en bas, bon, c'est un pull-up à 3 points, mais moi, ça me plaît parce que l'espace est là, c'est un outil tactique, tu le prends. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu vois, il n'y a pas trop de drive non plus. Les tirs au panier qu'il a, il est efficace, mais parce que c'est des cuts, parce que c'est du mouvement off-ball, de la transition aussi. Mais globalement, on est sur un profil qui est pas non plus un gros créateur, qui tient beaucoup la balle parce que c'est un meneur, donc il va lancer l'action, lancer le pick and roll, obtenir le switch, mettre le ballon au poste bas, etc. Mais c'est pas un créateur tout court, en fait. Même au niveau passing, pour moi, c'est plus... c'est peut-être la Rolls-Royce des connecteurs plus que dans le chapeau des vraiment créateurs de playmaking où je crée le décalage et je l'exploite avec une passe créative pour aller chercher l'espace ou le joueur ouvert de l'autre côté. Donc ouais, c'est un combo où, hormis la création, comme tu dis, c'est presque le truc parfait, quoi. C'est-à-dire ultra efficace, 3 points à foison et efficace, la défense d'ultra élite, le dépassement de fonction aussi, même en défense, je pense qu'on peut le dire également. Mais alors, classement, où est-ce qu'on le projette? Alors, ce cocktail que je pense que tout le monde a envie de s'arracher actuellement en NBA. Bon, tout le monde le veut, hein, bien sûr, tout le monde le veut. Il n'y a pas une équipe de toute façon où il ne serait pas titulaire. Et là, je réfléchis. Là, c'est compliqué. Tu vois, je vois Liberton qui est numéro 9. Pas mal. Je vois Kate qui est 16e. Non, mais blague à part. Est-ce qu'il, franchement, quitte à faire un reach, si jamais tu rehausses Jimmy Butler, est-ce qu'il n'est pas derrière Kawhi et devant Franz Wagner? Ça me dérange parce que Wagner, il y a quand même beaucoup de création, quoi. Même les joueurs derrière, tu vois, même des Sengun, des Banchero. Je pense que, certes, tu vois, Banchero, par exemple, le rendement est quand même moins intéressant parce que c'est un peu inefficace. Tout de même, il porte la balle, il crée l'action, il crée le décalage. Là où Derrick White, on l'a dit, c'est un peu plus du liant, quoi. Donc ça me dérange un peu par rapport à ces créateurs. T'as quand même pas la même efficacité, tu vois. Banchero et Sengun, t'as 10 points de true shooting plus d'écart entre les deux, et sans manquer de respect ni à Banchero ni à Sengun, t'as pas la défense d'élite, quoi. C'est vraiment, t'as le combo ultime de shooter d'élite avec défense élite. Oui, mais du coup, alors j'ai compris que t'es pas fan de Wagner. Non, mais du coup, ça te dérange pas de le faire passer devant tout ce qui est De'Aaron Fox, Hero, Jamal Murray, Jaylen Brown, etc. Non, moi ça me gêne pas du tout, parce que finalement, tu vois, il y a ce réflexe de dire Derrick White role player ultime. Je trouve que c'est plus qu'un role player. Donc franchement, c'est vraiment le combo. Alors après, c'est un peu embêtant, tu vois, comparé à de la protection de cercle. Lui, il va être il va avoir de la protection de cercle, mais pas au niveau des Gobert. Donc l'impact défensif va peut-être être un peu moins valuable dans un classement. Mais je trouve que dans le registre dans lequel il est parfait, tu vois. 3 points plus, défense plus. Au niveau de son volume, est-ce que les 7 points, genre, si tu prends un profil comme Franz Wagner, si tu prends un profil comme Alperen Sengun, qui certes ont plus un usage plus élevé, mais qui ont une efficacité moindre et une défense moins bonne, est-ce que si tu mets ces deux joueurs-là au niveau d'usage de Derrick White, est-ce qu'ils sont à son niveau d'efficacité? Tu vois, je sais pas. Est-ce que finalement l'usage très élevé de certains joueurs va pas un petit peu les dédouaner de leur mauvaise performance ou de leur inefficacité, et est-ce que finalement un joueur qui est utilisé pile dans son rôle comme Derrick White est pas meilleur finalement qu'un joueur qui est peut-être mal utilisé mais qui souffre du coup de sa mauvaise utilisation? Tu vois, là où je pourrais te rejoindre, alors je suis d'accord sur l'idée générale, je suis d'accord sur le côté rentabilité, efficacité versus volume. D'ailleurs, j'en reviens pas que tu me forces à moi à défendre le volume comparé à l'efficacité, mais non, je suis d'accord dans l'idée. Cela dit, pour moi, il n'y a peut-être pas assez chez Derrick White. Tu vois, tu me dis, Desmond Bane a beaucoup moins de volume, mais c'est plus intéressant qu'un Banchero parce qu'au final, il y a moins de valeur qui fuit. Je dis, bon, oui,
Derek White, pardon, il tient la balle, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de trucs qui sont créés par lui, quoi. Mais Après, on peut le descendre, hein. Non, moi j'étais peut-être trop bas. Alors, j'étais peut-être trop bas par rapport à ce côté méga role player. Tu vois, moi j'étais un peu peut-être du tout ce qui est Josh Hart, Michael Porter, donc c'est quand même beaucoup peut-être très bas par rapport à ça. Ah ouais. Bah, moi, le manque de création me dérange un peu, et la défense, c'est pas de la protection de panier, enfin, c'est pas que protection de panier, quoi. C'est pas Gobert, c'est pas ce genre de truc. Mais c'était peut-être trop bas. Effectivement, c'est peut-être trop bas. Tu le mettrais derrière Jaylen Brown. Question intéressante. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis comme ça, t'as pas totalement tort. C'est peut-être Brown qui est un peu trop, alors tu me diras. Mais tu vois, je vois aussi un OG Anunoby ou Deni Avdija. Le volume offensif pas non plus très différent, mais c'est peut-être Brown qui est trop, alors tu veux dire peut-être qu'il faut mettre Derek White devant Jaylen Brown et reclasser comme ça, quoi. Peut-être, je sais pas. Peut-être, mais enfin, tu vois, non, ils sont pas très loin. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas, tu vois. Non, mais en tout cas, t'as un range. Peut-être que ouais, effectivement, vis-à-vis de Franz Wagner, c'est peut-être un petit peu trop, mais j'avoue que même Şengün, j'ai beaucoup de mal avec que Şengün, mais vis-à-vis tu vois, Desmond Bane, par exemple, tu prends l'exemple de Desmond Bane, beaucoup moins assisté. Mais par contre, t'as pas la défense élite derrière, quoi. C'est vrai. Non, mais alors, de toute façon, on sera pas d'accord, donc on n'a qu'à couper la poire en deux. Mais je te rejoins que peut-être il faut redescendre un peu Desmond Bane. Si on classe dans ce groupe-là, non pas OG et Deni Avdija, techniquement, ce serait là qu'il faudrait couper la poire en deux. Mais alors, si on coupe un peu plus haut, si on fait un truc genre Derek White, puis Desmond Bane, puis Jaylen Brown, ou tu vois, un truc comme ça, est-ce que ça tirait dans ce groupe-là là? Sachant qu'il y a Austin Reeves à remonter aussi dans le classement. On l'a déjà remonté là-dedans, ouais, effectivement. On l'a déjà remonté là-dedans, donc ouais. Faisons ça comme ça, on met Derek White et Desmond Bane, on les rapproche, on fait descendre un peu Desmond Bane, et donc au-dessus de tout ce qui est De'Aaron Fox, Hero, Murray et Jaylen Brown. C'est vrai que ça peut s'entendre, ouais. Effectivement. Bon, ok, faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer, nous sommes le 2 avril 2025. À l'époque, il y avait encore des équipes qui jouaient, notamment Boston et Miami, puisque c'est un contre de Derek White contre le Miami Heat. Mais qui est sur le terrain à ce moment-ci pour Miami et pour Boston? Alors, du coup, il y a Derek White. Ouais. Est-ce qu'il y a Jason Tatum? Oui, il est là. Est-ce qu'il y a Jaylen Brown, du coup? Non, pas Jaylen Brown, il y a quelqu'un qui va être le très bon pote avec ton futur pivot, Sorber. Ça va faire un duo de choc. Attends, c'est Luke Cornet, glace au Exactement. Sorbet, non? Ouais, d'accord. Ouais. Luke Cornet de glace et Thomas Sorber, tout à fait. Est-ce qu'il y a Peyton Pritchard? Oui, il est là. Sam Hauser? Et Sam Hauser, ouais, exactement. Alors maintenant, côté Miami. Du côté du Heat, tiens, on en parlait tout à l'heure, là. Tyler Hero? Non, il n'y a pas Tyler Hero. Il y a un autre dont on parlait tout à l'heure. Bam? Exactement, Bam est là, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a Davion Mitchell? Davion est par là, ouais, exactement, fin de saison. Kelly Ware? Non, il y a quelqu'un de dégoûtant. Quand tu le vois, tu te dis, ah. Alec Burks? Alec Burks, ouais. Exactement. Pas mal. On a le pote de Shabazz, Mohamed, à la fac. Bon, alors là, Kyle Anderson? Exactement, le recrutement de star de UCLA. Kyle Anderson et Shabazz Mohamed. Et puis le dernier, je crois qu'il a été échangé à Brooklyn cet été. Haywood Highsmith. Exactement, Haywood Highsmith. Mais je crois que même s'il est à Brooklyn, il a encore les bras pour atteindre la Floride. Même depuis Brooklyn, il me semble. Et donc passons au cinquième et dernier joueur du jour, Anthony Edwards. 36 minutes de jeu par match en moyenne, 79 matchs pour Edwards. Du côté des Wolves, bien entendu, 27 points, 4 assists et demi, 31% de usage, donc un volume d'utilisation de star, de méga star, et en plus une efficacité qui est au-dessus de la moyenne cette année, plus 3%, donc c'est bien. Et pour te lancer, on est sur une saison où, enfin voilà, d'année en année, en fait, Edwards confirme de plus en plus son potentiel de futur méga star, voire même il l'est déjà. Merci les pull-ups à 3 points historiquement élevés cette année, hein, parce que y a pas grand-chose qui change dans le jeu d'Anthony Edwards, en tout cas offensivement. Je parlerai après de son amélioration, notamment sur le pick and roll. Mais Anthony Edwards, c'est pas compliqué. Vous prenez ses 4 premières années en pull-up, il est à 32,8%, 33%. Enfin, il est entre 32 et 33%. Cette année, c'est le joueur qui tente le plus de pull-up à 3 points.
il y a une explosion au niveau du pourcentage. Il est à 38,5. J'ai pris les 50 joueurs qui ont tenté le plus de pull-up à 3 points sur la saison. Il est 6e. L'an dernier, il était 35e sur 45. Donc pour montrer un petit peu l'évolution du pull-up à 3 points d'Anthony Edwards, on est obligé de le constater, puisque si c'est arrivé, on va pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Par contre, je suis très 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 sceptique sur la... Est-ce que c'est son vrai niveau, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Je suis très très sceptique sur la capacité à répéter ce niveau de performance d'année après année, parce que on n'est pas sur... En fait, c'est 4 années entre 32 et 33% à 3 points, et d'un coup, boum, je passe à 38,5. Alors que son pourcentage, enfin, son niveau de pull-up est très élevé. C'est le joueur qui prenait plus de pull-up à 3 points cette année. Donc, c'est même pas j'ai réduit mon volume et d'un coup, j'ai gagné en efficacité. C'est j'ai augmenté en volume et j'ai explosé en termes d'efficacité. Donc, je suis très, très, très réticent sur ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu en play-off. 28,7% sur les pull-up à 3 points en play-off. Ah bah, pour le coup, ça change beaucoup de choses dans le jeu offensif d'Anthony Edwards. Donc moi, je suis connu comme étant quelqu'un qui n'aime pas beaucoup Anthony Edwards, qui lui reconnaît ses qualités. Effectivement, je suis obligé de constater que cette année, il a enfin passé au-dessus de la moyenne NBA. Par contre, je trouve que c'est une année, c'est une progression qui est inattendue, parce que les années précédentes, vis-à-vis d'Anthony Edwards, il pouvait y avoir une certaine frustration liée au fait que c'était un joueur qui a un premier pas absolument phénoménal, qui a des qualités athlétiques absolument dingues et qui pouvait peut-être avoir un boost d'efficacité s'il drivait un peu plus, s'il allait un peu plus au cercle. Finalement, il a trouvé l'efficacité en s'éloignant du cercle et en tirant beaucoup à 3 points. Est-ce que c'est la solution cette année? Oui. Est-ce que ce sera les années futures? Je demande à voir. Mais en tout cas, sur cette année, on peut pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Donc bravo à lui, mais suspense ou point d'interrogation pour les années à venir. Disons que le format, on prend ce qu'on a eu de facto, mais ce qui ne veut pas dire que son vrai niveau. C'est un peu... effectivement, je te rejoins un peu là-dessus. Alors, moi qui n'étais pas ultra fan de base, en tout cas pas autant que la moyenne sur Edwards, j'avoue que plus les années passent, plus je suis dans le train, paradoxalement, alors que je te rejoins totalement sur le côté... Bon, est-ce vraiment son vrai niveau? Je ne sais pas. Tu l'as bien dit, depuis 3, 4, 5 ans, il était autour des 32-33% en pull-up. D'un coup, ça monte sur une année. Certes, c'est une année entière, mais une année n'est pas un échantillon qui est suffisant. Je ne sais pas si tu as le total de pull-up à 3 points tentés sur toute l'année. Mais voilà, on n'est pas... 590. Combien tu dis, pardon? 590. Ouais, donc c'est pas mal, mais je veux dire, si tu compares à l'échelle de toute sa carrière, bon, c'est peut-être le début d'une amélioration, mais ça semble un peu bizarre. Et pourtant, je te rejoins sur cette surchauffe, ce qui pourrait être une surchauffe. J'aime de plus en plus le profil, parce qu'en fait, je trouve qu'il se diversifie beaucoup. Et moi, c'est le passing cette année que je trouve de mieux en mieux. Alors, c'est pas la première année où il s'améliore, mais je trouve que cette année, il y a quand même un saut qui a été fait qualitativement, notamment... Bon, il y a du bien et du pas bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est notamment des pull-ups à 3 points qui rattrapent tout. Le drive est un peu moins bien, tu vois. L'an passé, on était monté top 10 de NBA sur les gros drivers, donc c'était très cool. On est un peu redescendu, il est à peine top 20 sur les gros drivers, donc 20e ou 22e sur 50, un truc comme ça. C'est un peu dommage. Cela dit, j'ai un peu aussi envie d'expliquer ça par... Mais en fait, il n'y avait pas d'espace pour driver parfois. Et même majorité du temps, c'est un peu la conséquence de t'échanges 4 pour avoir handle. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et le spacing a été catastrophique. Donc ça, c'est le côté pas bien. C'est que pas d'espace, il n'y a pas eu de drive, pas autant qu'avant, et pas autant d'espace pour driver pour Edwards. Donc tu vois, presque là-dessus, j'ai envie de dire, il m'a déjà montré qu'il pouvait être un peu élite au drive. Donc là, je le mets un peu plus sur le côté contextuel plutôt que sur lui qui aurait régressé. Mais par contre, de l'autre côté, toutes ces raquettes bouchées, toutes ces pressions qui s'est prises sur pick and roll, parce que le spacing n'était pas assez bien. On a vu, pour moi, ce qui est l'amélioration conséquente du passing. Et j'insiste, mais le côté lecture qu'on voit, je pense que c'est de mieux en mieux, et que je commence un peu enfin à avoir un mec qui, je trouve, est un vrai créateur, un vrai moteur collectif, là où avant c'était un peu plus, tu vois, je fais du scoring de mon côté et parfois je fais un peu 2-3 pick and roll, 2-3 driving kick, mais je trouvais qu'il y avait moins d'empreinte sur le jeu que cette année. Et cette année, c'est peut-être aussi par défaut, mais je trouve qu'on n'a jamais autant vu un mec qui avait une empreinte sur le jeu en termes de création de jeu collectif. Voilà, on va pas recommencer à citer des matchs, mais des performances assez impressionnantes au niveau du passing, des passes par-dessus, des passes vers le corner opposé, des lectures sur pick and roll. Même si lui, il s'en plaint de subir des prises à deux, il a aussi appris à les gérer de mieux en mieux, quoi, de passer par-dessus, bien libérer, le timing, etc. Donc, tu vois, c'est presque mon point d'amélioration principal pour cette année. C'est le passing, parce que déjà en 2024, je trouve qu'il avait amélioré et le drive et la défense. Donc en fait, plus ça passe, plus on avance pour moi, un joueur ultra intéressant, quoi. J'ai mes réserves, moi, sur le playmaking. J'ai mes réserves sur le playmaking. Je rejoins
beaucoup des choses que tu as dit. Je pense qu'Anthony Edwards, c'est un joueur qui, dans ses transformations en tant que joueur, subit les aléas de la construction du roster des Wolves. C'est-à-dire que, un coup, en fait, il devient le joueur dont les Wolves ont besoin qu'il devienne. En fait, c'est du coup on prend Julius Randle, donc on perd le spacing de Karl Anthony Towns, donc en fait il faut que tu tentes plus de pull-up à 3 points, du coup il tente plus de pull-up à 3 points. Ouais. Mike Conley il fait une saison qui est pas très bonne, Donte DiVincenzo il met plus un panier de toute la saison régulière. En fait on va passer avec Nickeil Alexander, Jaden McDaniels, Naz Reid et Gobert, donc tu vas jouer initiateur, donc faut que tu augmentes ton playmaking. Enfin, ces évolutions sont correspondent parfaitement aux besoins qu'ont les Wolves au fur et à mesure des saisons. Ça c'est plutôt positif. Après sur son playmaking, moi je reste un petit peu sceptique. Je trouve d'ailleurs que son meilleur passage au playmaking c'est la série face à OKC, où il a été critiqué un petit peu sur le côté pas patient, mais sur le côté un petit peu en retrait d'Anthony Edwards, où il prenait pas vraiment le jeu à son compte, aussi parce que la défense d'OKC était très bonne, et il faisait des lectures, en tout cas il remettait un petit peu le sort de la série dans les mains des kick-out pour Nickeil Alexander-Walker, pour Jaden McDaniels, pour Donte DiVincenzo. Et autant j'ai trouvé sur cette série que son playmaking était vraiment très bon, ses lectures étaient très bonnes. Alors après les tirs du côté des Wolves sont pas vraiment tombés dedans, et tu peux lui reprocher un certain manque d'agressivité sur certaines séquences, mais encore je trouve que c'est relativement faible. Il perd un peu trop de ballons par contre sur la série face à OKC, mais comme n'importe quel attaquant de haut niveau face à OKC, tu perds beaucoup de ballons. Mais voilà, sur son playmaking à l'échelle du saison, je trouve qu'il y a beaucoup de... En fait, tu pars de tellement loin avec Anthony Edwards au niveau de son playmaking que la progression elle est notée, mais son niveau réel, je sais pas dans quel chapeau le classer, tu vois, le playmaking d'Anthony Edwards, est-ce qu'il a le playmaking d'un, je sais pas comparer son playmaking à celui d'un Donovan Mitchell par exemple, qui est souvent loué pour ses progrès au playmaking. J'ai l'impression que c'est deux joueurs dont on salue le playmaking, mais c'est parce qu'ils partent de tellement loin que leurs progrès sont significatifs, mais finalement si tu les remets à leur valeur réelle, je sais pas ils sont certainement pas chapeau 1, et ils sont, je sais pas s'ils sont chapeau 2, ou en tout cas s'ils sont chapeau 2, pas tout le temps. Je veux pas être provoque, hein. C'est promis, c'est pas pour être provoque. Playmaking HDA face au playmaking Edwards. Je préfère le playmaking de chez. Ok, je suis pas sûr d'être d'accord, mais en tout cas pour moi c'est un peu la même idée dans les deux, c'est pour ça que j'ai aussi pris cette analogie, parce que je trouve qu'il y a un aspect au-delà des passes en soi, de créateur de décalage pour moi. C'est un peu le... Alors oui, tu vois, il a pas du tout la manipulation de pick and roll de haut niveau, voilà, dans le périmètre, ce genre de choses, mais en fait, il a une telle explosivité sur drive et c'est un détonateur, quoi. Allez, encore une fois, hein, c'est pas pour être provoque, mais un peu comme Westbrook à l'époque, tu sais, qui était des passes qui étaient pas de niveau Rondo ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est un tel détonateur, un tel créateur d'impact sur drive que ça crée des ouvertures, et ensuite une passe simple ou un peu élaboré, donner un 3 points ou un tir au panier facilement. Je trouve que Shai et pareil pour Edwards, il y a un peu ce côté où le passing n'a pas besoin d'être de catégorie créative plus, élite, Jokic, Doncic, LeBron James, etc. Juste, fais les bonnes lectures en mouvement et tu as une telle capacité à attirer les défenseurs qu'en fait, c'est pas les passes en soi, mais si on dézoome un peu sur la création globale, je trouve ça pas mal. Et tu vois, c'est là-dessus où je pense que Edwards est un peu mieux qu'un mec comme Mitchell, parce que Mitchell n'a pas du tout cette menace, à mon avis. Et c'est aussi là-dessus où je pense que Edwards est encore un peu en dessous de SGA, parce que SGA est un aimant, un défenseur encore plus grand. Mais je trouve qu'on est un peu sur ce modèle-là, tu vois. J'ai pas besoin que ça devienne un maestro du pick and roll pour me dire ça va être un chapeau de passing, même s'il sera jamais de passing. En termes de création collective, tu vois, ce que fait Shai à OKC, pour moi, c'est parmi les meilleurs créateurs collectifs, parce qu'il y a cette menace, parce qu'il y a cette capacité à tirer les défenseurs. Mais bref, voilà, pour moi un peu comment ce que je vois la nuance entre passing et création collective. Mais après voilà, il y a aussi la défense, on va pas encore parler, mais la défense qui peut se montrer de très haut niveau avec des irrégularités, mais qui peut aussi être excellente, notamment on l'a vu depuis 2 ans en fait, hein. Je retiens que tu dis encore Shai. Ouais, je sais jamais dire ça. Là, c'est gros coup dur. La défense d'Anthony Edwards, là aussi, moi j'ai un rapport très compliqué à Anthony Edwards. Heureusement qu'en fait, je suis allé un petit peu trier parmi les joueurs. Il y a une stat de Basketball Index, c'est la match-up difficulty.
je suis allé comparer un petit peu aux joueurs qui ont un haut usage, parce que oui, ça match-up difficulty, donc la qualité de l'attaquant que tu défends, forcément, elle va être plus basse que des joueurs qui sont à 12% d'usage, hein, typiquement Jaden McDaniels ou Dort, etc., etc. Donc je suis allé filtrer parmi les joueurs qui sont à 25% d'usage ou plus. En termes de match-up difficulty, il est plutôt bien classé. Il est avec, il y a les joueurs qui ont une match-up difficulty plus élevée que lui. Il y a plus de 25% d'usage. Il y a Stephen Castle, il y a Jalen Brown, il y a Scotty Barnes, il y a Jalen Williams. Il y a ce type de profil. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en termes de pourcentage de temps à défendre des joueurs tier 1 au usage, donc vraiment si tu défends les très très gros défenseurs en gardant encore une fois haut pourcentage d'usage, il est bien classé aussi, il est devant à peu près toutes les superstars qui seront dans son positionnement au niveau du classement. Il est autour de Randle, Scotty Barnes, Jalen Brown, Stephen Castle, toujours ce pool de joueurs là. Et en fait, je trouve qu'Anthony Edwards, c'est un joueur qui se met dans l'esprit de défendre des superstars, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de superstars à l'heure actuelle. Mais le point positif, c'est que heureusement que c'est un défenseur qui des fois se fixe des objectifs de défense on-ball, parce que je trouve que la défense off-ball d'Anthony Edwards laisse parfois à désirer, que c'est limite un positif d'avoir un Anthony Edwards en défense on-ball. Donc au niveau de sa défense, si on la remet en contexte vis-à-vis des autres superstars, vis-à-vis des autres gros joueurs à haut pourcentage d'usage, elle est positive. Après, si on la remet dans un contexte plus général, je ne sais pas si c'est un facteur très important. C'est un facteur important, on va dire, quand tu vas falloir le classer vis-à-vis d'autres joueurs du classement qui seront dans les mêmes spots que lui. Défense Edwards versus défense de Chet. Non, là c'est vraiment provoque. Hein. Mais vis-à-vis d'autres guards, tu vois, quand il faudra les classer, nous on les a classés dans le DH20, mais je pense qu'on aura ce débat-là. Mais effectivement, la défense d'Edwards peut parfois faire qu'il se retrouve devant d'autres joueurs qui sont dans sa catégorie. Mais non, mais c'est pour ça que je parlais d'irrégularité, pardon. Je suis un peu d'accord que c'est pas. Il y a des passages un peu moins bien. Après, il y a quand même des flashs, comme tu dis, où des Bronson ou des mecs comme ça peuvent pas, quoi. Protection de panier, occupation de l'espace en stunt, mais même on-ball surtout, comme tu l'as bien dit. Donc c'est là-dessus où je pense que, pour moi, ça fait quand même 2 ans qu'on a affaire à un vrai bon défenseur. Là où le début de carrière, c'était vraiment le mec qui dort un peu off-ball, mais qui une fois sur 5 peut un peu faire le côté on-ball impressionnant. Mais du reste c'était moins consistant. Là je trouve qu'on a quand même un peu plus ça, mais ok. Alors classement avec tout ceci, je vois que Shai est numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, Constant? Est-ce qu'on est par là? On le laisse bien sûr, on le laisse, parce qu'il sérieusement Edwards. Non, mais il y a un truc que j'ai pas évoqué, tu vois, mais qui va être pondéré dans le classement d'Anthony Edwards, c'est son manque de dangerosité sur isolation. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est que il est 22e sur 33 en points par possession en isolation au niveau du classement, donc c'est pas un très bon joueur d'isolation. Il était à 0,91, 0,92 points par possession sur la saison régulière, 0,82 en playoff. Moi c'est sur ça en fait, c'est que si tu prends en considération le fait que le pull-up, on y croit moyen, que moi le playmaking je suis plus réticent, bah forcément je vais le baisser sur certains aspects. Alors attends, juste pour dire, pour l'isolation, moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est pas, il est pas dangereux parce qu'il a des mauvais chiffres. Je pense que justement il a des mauvais chiffres parce qu'il est très dangereux et qu'en fait il n'a jamais d'isolation. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire, mais tactiquement en fait, je vois. À chaque fois qu'il est en 1 contre 1, t'as un stunt d'un côté, un stunt de l'autre, parce que les mecs ont pas spacing, et en fait il affronte pas des 1 contre 1, il affronte des murs face au panier. Donc, mais je suis d'accord que ça c'est aussi pour ça qu'il s'en remet beaucoup à des pull-ups notamment. Mais tu vois, dès qu'il y a un peu d'espace, je trouve que en fait il va au panier un peu à volonté, quoi. Mais bref, c'est un peu la nuance par rapport à ça. Mais je te rejoins qu'il fait pas dans les faits une grosse saison d'isolation. Ça, on est d'accord. Et donc je te laisse enchaîner. Vas-y, le classement, je t'en prie. Puis non, mais surtout en nombre de possessions par match, tu vois, il est 4e en isolation. Anthony Edwards avec tu vois, juste pour donner un ordre d'idée, Harden est premier. 1.06 points par possession, chez 1.10, Tatum 1.01, Anthony Edwards 0.91 et KD à 1.16. Donc tu prends le top 5, il y a quand même un gouffre, tu vois. Mais... Oui, et puis c'est là-dessus où Shai est un peu au-dessus du lot par rapport à Edwards. Pour l'instant, c'est ce côté où en fait Shai aussi il les a, ces murs c'est face ça, à lui, c'est ce que et j'allais que lui dire. il passe à travers. Ouais. C'est ça, c'est pas le premier joueur à se retrouver face à un mur, mais il y en a qui arrivent à le faire, tu vois. C'est peut-être le step supérieur qui fera que du coup il sera peut-être plus efficace. C'est ça. Moi je le mets derrière LeBron. Je le mets entre Haliburton, Bronson, je pense. Je suis d'accord. Pour moi, la fourchette haute pour aller éventuellement gratter devant LeBron, mais
Ça me dérangeait de passer devant Davis, mais je sais qu'on n'a pas le même avis sur la défense. Tu aurais un peu switché Davis et LeBron d'après ce que j'ai compris. Ou même tu avais Davis plus bas, non carrément dans ton top 20. Moi, dans mon DH20, j'ai AD 11, Wemby 10. J'ai Donovan Mitchell 9, me demande pas pourquoi, j'ai regretté. En fait, j'ai fait un tiers dans mon DH20 où c'était Wemby, c'était AD, c'était Booker et c'était KD. C'était des joueurs qui n'avaient pas fait de playoff. En fait, il y avait eu tellement un switch tactique en playoff que j'avais du mal à classer ces joueurs-là au-dessus de joueurs qui ont performé en playoff, type Donovan Mitchell, type Jalen Brunson. Mais Donovan Mitchell 9e comparé à Booker, tu vois, qui est 13e ou 14e dans le DH20, alors que je pense que Booker est un meilleur joueur que Mitchell, c'est une ineptie. Mais du coup, là dans ta configuration actuelle, ouais, je pense que je le mets 9 devant Liberton. Ouais, je suis d'accord. Entre Liberton et LeBron, ça me va. Tu vois, ma fourchette haute pour aller devant LeBron, parce que dans les faits, il a mis ses pull-ups, quoi, Edwards, et que je trouve que LeBron, on pourrait argumenter le côté encore plus irrégulier parfois en defensive ball, et par contre, je me vois pas trop le descendre beaucoup plus bas que ça, Edwards, dans le classement. Pour moi, la différence avec un Tatum, c'est que Tatum, la défense est quand même beaucoup plus solide. Et je pense que je préfère peut-être potentiellement la saison offensive de Edwards par rapport à Tatum, mais la valeur défensive est tellement énorme sur un Tatum, la valeur structurelle de le poste 4 qui peut prendre des postes 5, l'activité off-ball qui est impeccable, etc. Donc tu vois, par rapport à ce duel-ci, je pense que je suis assez serein pour mettre un peu en barrière haute à pas dépasser un Tatum dans ce classement. Puis je préfère la progression au playmaking de Tatum cette année, je la préfère à celle d'Edwards. C'est vrai que Tatum fait aussi pas mal de pick and roll. Deuxième partie de saison très sympathique, mais ok. Alors tu vois, on est d'accord directement cette fois-ci. Donc on le met là entre LeBron et Haliburton, ça me va. Donc il serait, je peux vous rappeler, le top 9 du coup. Jokic premier, SGA deuxième, Giannis troisième. D'ailleurs, je t'ai pas demandé ton avis entre 2 et 3, mais c'est pas grave. Très bien, puisque mon DH20 est comme ça. Ben voilà. Alors Curry 4, Doncic 5, Tatum 6, Davis pour l'instant 7 et LeBron 8, et donc Edwards serait 9e. Va-t-il rester dans le top 10 ou pas? Il reste encore 2 QV, mais potentiellement il pourrait y rester. Et donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 21 mars 2025. Et c'est un dunk spectaculaire, je pense que tu t'en souviens de ce fameux dunk contre les Pelicans du 21 mars 2025. Mais qui est sur le terrain? Alors là, tu vois, je m'en rappelle pas. Tu vois, c'est pour te dire à quel point je m'en rappelle pas. Est-ce qu'il y a Rudy Gobert? Oui, il est là. Est-ce qu'il y a Julius Randle? Exactement. Jaden McDaniels? Oui. Naz Reid? Non. Ça fait un peu grand, Randle, Gobert, Naz Reid quand même. Non, DiVincenzo. Non, pas DiVincenzo. Le dernier, si je te dis Avril, si je te dis William. Oh, alors là. Les Dalton. Ah, Joe Ingles? Exactement, Joe Ingles, ouais. Tout à fait. Il jouait encore. Et il était là. Il a joué 2 matchs cette saison, mais il était là. Ah ouais, d'accord. Alors, du côté des Pels, alors là, il faut prendre dans l'infirmerie Yves Missy. Exactement. Trey Murphy. Non, pas sur le terrain. Si je te dis, si je te dis CBA. Ah, McCollum, pas mal. McCollum, ouais, président du syndicat. Si je te dis quelqu'un de mesquin, très mesquin, il se cache, ligne de fond, il vole des ballons. Alvarado, facile. Il n'y a pas Bruce Brown? Exactement. Bruce Brown est par là, exactement. Et le dernier. Est-ce qu'il y a ce bon vieux JRE? Ce serait bien de finir sur JRE. Non, tu sais qu'il est apparu au moins 10 fois sur les quiz JRE. Sur le top 100. Mais non, c'est un autre. Je crois qu'il a été transféré depuis aux Spurs, qui était un peu avec Bruce Brown. Les deux, ils étaient un peu attachés. Ils venaient ensemble de Toronto. Exactement, Kelly Olynyk est sur le terrain au moment de ce dunk qui a marqué des générations entières. Non, c'est juste que les auditeurs maintenant réclament un peu des actions random plutôt que des actions marquantes parce qu'ils disent que les quiz sont plus marrants. Ah ouais, c'est l'année où j'ai le plus galéré, tu vois, comparé aux deux autres. Parce que tu vois, sur les fins de match, sur un tir clutch ou sur en fait, ils disent, les auditeurs disent, bon, finalement, c'est les 5 titulaires, c'est facile. Nous, on veut du random, quoi. Donc, ouais, donc voilà. Les auditeurs et auditrices veulent que l'on galère. Exactement. J'ai bien compris le message. C'est tout à fait ça. Donc, bref, je récapitule. Aujourd'hui, on a classé Edwards au niveau de la 9e place entre LeBron et Haliburton. On a aussi parlé de Derrick White qu'on a inséré au niveau de la 30e place avec Desmond Bane et devant De'Aaron Fox, Hero, Murray et Jaylen Brown. On a aussi parlé de Brook Lopez qui est un peu plus bas autour de la 50e place dans le groupe de Pio, là. Hartenstein, Porzingis, Miles Turner et Jarrett Allen. Et puis on a aussi parlé donc de Lauri Markkanen beaucoup plus bas. Markkanen qui est au niveau de Stephen Castle, notamment autour de la 80e
place, même un peu plus bas. Et puis Dorian Finney-Smith juste en dessous également, entre Dylan Brooks, on a dit entre Tyson Daniels et Dylan Brooks, vers la 85e place à peu près. Et donc voilà, ça fait une belle cuvée. On y est arrivé, Constant. En tout cas, je te remercie une nouvelle fois d'être passé sur ce top 100. Merci une nouvelle fois à toi pour l'invitation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, encore une cuvée, il en reste plus que deux. Et c'est vrai que celle-ci était assez particulière, peut-être pas. Mais c'est vrai que le cas d'Eric White est un peu intéressant entre la pondération de roleplayer versus créateur un peu moins bonne qualité versus roleplayer génialissime. C'est un peu un débat. D'ailleurs, je le rappelle aussi, si vous avez remonté un peu des doléances, sachez qu'il y a toujours un peu un décalage entre le moment où on enregistre et le moment où vous pouvez les poster. En tout cas, plutôt le moment où ça peut être publié. Enfin bref, vous avez compris, j'espère. Donc voici, bref, demain, nouvelle cuvée. Demain, avant-dernière cuvée, on va se retrouver demain pour discuter de Zach Lavine, de Jacob Poeltl, de Tobias Harris, de Karl Anthony Towns et de Damian Lillard. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.